Bonjour et bienvenue dans Out, l'émission. Alors normalement, en cette période, l'AJL, l'association des journalistes LGBTI, vous propose les Outdoors, mais vu les circonstances, pour une cérémonie plus festive, on vous donne rendez-vous en 2021. Reste que le mois des fiertés touche à sa fin et qu'il est donc encore temps de se pencher sur les combats, les luttes qu'il reste à mener pour nos communautés. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va parler du traitement médiatique réservé aux minorités ces derniers mois, entre épidémie, critique des violences policières et du racisme en France, prise de parole médiatique assez revigorante des femmes et notamment des lesbiennes. Il s'est passé beaucoup de choses et on va voir ça ensemble. On va commencer par parler de cette pandémie qui nous a tous et toutes touchés d'une façon ou d'une autre. Et on va se demander si les autorités de santé, mais aussi nos communautés, ont retenu, on va dire, les leçons de l'épidémie du VIH-Sida. Avec moi, Elisabeth Lebovici, journaliste, historienne, ancienne militante d'ACT UP, Giovanna Rincon, fondatrice et présidente de l'association Acceptez Transgenre. Et on va commencer avec vous, Nicolas Martin, journaliste, producteur de la méthode scientifique sur France Culture. Vous abordez souvent la question du Covid-19 en ce moment. Il y a eu énormément d'approximations, de fake news, pas mal de fantasmes aussi, j'ai l'impression. On peut peut-être commencer par évoquer la thèse du professeur Montagnier, selon laquelle le Covid aurait été créé à partir du VIH. Pourquoi il y a eu autant de fantasmes sur le Covid ? Parce que, en fait, je pense qu'il y a un mélange de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a le fait qu'avec le confinement, les gens sont restés très seuls et très isolés, donc devant leur ordinateur et avec des sources d'informations pas toujours fiables. Et puis parce que la Covid en général, ça, je pense, suscite une sorte d'imaginaire fantasmatique qui a été vachement relayé par la fiction, en fait. C'est-à-dire que ces histoires d'épidémie, on en voit depuis des années dans les films, etc. Et évidemment, comme toujours, le lien, mais en fait ce lien-là, c'est-à-dire avec le VIH, on les a vus, et je pense qu'Elisabeth Lebovici dira la même chose, c'est-à-dire qu'au moment de la création du VIH, on a eu ces mêmes théories du complot, l'idée que la nature ne peut pas faire si bien les choses, alors que malheureusement c'est le cas, et que donc il y a forcément une intention humaine, et donc une intention malveillante. Le problème, en fait, vraiment, que pose notamment le fait que, si vous voulez, l'idée qu'il y a un lien avec le VIH, c'est né d'une prépublication au tout début de scientifiques indiens qui ont dit il y a une séquence de nucléotides similaire entre le VIH et la Covid. C'est-à-dire qu'il y a en fait des séquences de 4, 5, 6 nucléotides entre 30 000 et 9 000. C'est comme si vous aviez un livre avec 30 000 mots et un livre avec 9 000 mots et vous dites ah ben dans les deux livres il y a le mot chat. Ça n'a aucun sens en fait. Voilà. Et donc ça a été prépublié, ça n'a pas été reviewé. Donc, et face aux critiques, l'étude a été retirée. Mais le problème, c'est que ça a été du fuel en fait pour les théories du complot. Et ça s'était complètement éteint. Et ensuite, Luc Montagnier, qui est déjà, dont on sait que depuis des années, il est délirant et qu'il a été anti-vax, il promeut la mémoire de l'enfant, qu'il a raconté vraiment n'importe quoi et que Luc Montagnier a vraiment dérivé. On peut avoir été brillant à un moment donné de sa carrière et ça ne veut pas dire qu'on est légitime à parler de tous les sujets le reste du temps. Et donc, le problème, c'est donner une tribune à Luc Montagnier pour relayer ça. Et nous, on l'a vu dans la radiographie du coronavirus et dans les mails que j'ai reçus, ça a vraiment réactivé la peur des gens et ce fantasme du complot. Et là, en fait, il y a une responsabilité médiatique qui est vraiment importante. Qu'un ex-prix Nobel dont on sait que ses positions sont délirantes dise des choses dans son coin, c'est une chose. Qu'on lui accorde la parole en tête-à-tête sur un plateau de télévision pour répandre en fait pour ce délire, là il y a effectivement une responsabilité médiatique et qui doit être interrogée et qui doit être dénoncée. Enfin, ça n'est pas le rôle des journalistes de dire que toutes les opinions se valent. On ne peut pas dire que Luc Montagnier qui vient et qui dit le Covid a été manufacturé à partir d'un essai de vaccin pour le VIH, c'est comme mettre en face à face des gens qui vont dire le réchauffement climatique n'est pas une réalité et les deux opinions se valent, ou la vaccination est nuisible ou provoque de l'autisme. Enfin, je veux dire, en fait, à un moment donné, il y a un tel poids scientifique d'un côté, il y a un tel consensus qui fait force de preuve qu'on ne peut pas prendre ces opinions marginales et leur donner ce poids médiatique-là. Et là, il y a une vraie responsabilité médiatique et je pense que vraiment, il faut le dire et il faut dire que ça n'est pas ça, en fait. Le journalisme, ça n'est pas prendre vraiment sur un pied d'égalité des positions qui sont marginales juste pour provoquer de l'audience. Et ça, c'est un vrai dévoiement du journalisme. Et on en a vu pas mal avec Montagnier, mais aussi avec Didier Raoult, et on pourra en reparler si vous voulez. Elisabeth Lebovici, pardon, vous aussi, vous avez fait ce lien, ça vous a rappelé des choses, cette pandémie du Covid? Je crois que toutes les personnes qui ont
traversé les années 80, qui ont survécu aux années 80, ont effectivement tout d'un coup ressenti des choses tout à fait communes. Mais là où on a tout à fait déchanté, c'est quand Macron tout de suite a dit c'est la première grande pandémie que nous vivons. Bing. Donc on s'est rendu compte que le VIH-Sida, ça n'existait pas. Alors, je crois justement que c'est à force de ne pas vouloir faire de relations et surtout à ne pas s'adresser à ce que le sida a fait. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Ce que le sida m'a fait » et je crois que ce qui a été complètement raté finalement médiatiquement et aussi par le gouvernement, c'est la prise en considération de l'expérience du sida. D'une part, l'expérience de responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire, le risque, qu'est-ce que ça veut dire, vivre avec un virus, qu'est-ce que ça veut dire, rester safe pour soi mais aussi pour les autres. Et les médias n'ont pas non plus finalement pris en compte dans l'expérience du sida ce que ça pouvait avoir produit de solidarité et de travail communautaire. Et à mon avis, ce sont les deux grandes, enfin, parmi les choses qui n'ont pas du tout été comprises de l'expérience du sida, c'est-à-dire pas seulement le virus et l'épidémie, mais aussi ce que ça a fait. Et qu'est-ce que ça a produit et comment effectivement on peut vivre avec un virus. Ça, je crois que c'est assez important à dire. Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, mais ça, je crois que ça a frappé aussi tous les médias, c'est que il y a eu effectivement un certain nombre de personnes qui ont été formées par le sida, qui se sont retrouvées dans les conseils scientifiques, les uns et les autres, etc., comme Françoise Barré-Sidoussi, Delfrécy, etc., etc. Ça, c'est une chose. Mais l'expérience de la vie avec le sida, des activistes avec le sida, elle n'a pas été prise en compte. Et moi, j'ai été très, très frappée au tout début, parce que je regardais les réseaux sociaux, et j'ai vu les activistes sida, la communauté sida, se réveiller sur deux plans. D'abord, pour essayer de penser effectivement ces réseaux de solidarité. Et d'autre part, pour se ruer, comme le disait Nicolas, sur les publications scientifiques et pour essayer de comprendre. Et cette volonté de savoir, je crois que là aussi, on a raté de l'expérience du sida deux choses fondamentales, qui est quand même la tentative de changement des rapports entre les usagers, les malades ou pas les malades, et le monde médical, le monde de la recherche, le monde biomédical, etc. Ça, je pense que ça a été complètement raté parce qu'il y a une prise d'autorité qui a été très, très forte. Et la deuxième chose, c'est que le gouvernement nous a traités, et les médias qui ont relayé le gouvernement, nous ont traités comme des enfants, au lieu de nous traiter comme des personnes responsables. Ça aussi, c'est quand même un grand point de l'histoire du sida et de la lutte contre le sida, que d'essayer de penser la responsabilité. Ça commence tout de suite avec la lutte contre le sida. Enfin, l'histoire du sida qu'on nous raconte, du moins celle qui commence en 81, ça commence avec 83, 84, 85, des personnes vivant avec le VIH qui disent « nous ne sommes pas des victimes, donc nous ne sommes pas des coupables, nous ne sommes pas des malades, nous ne sommes pas patients, nous sommes des personnes qui vivons avec ». Et tout d'un coup, cette idée que face au pouvoir médical, face au pouvoir scientifique, face au savoir, finalement, il y a d'autres possibilités. Je crois que c'est des choses qui ont été, auxquelles moi j'ai beaucoup pensé et qui, à mon avis, ont été complètement ratées, enfin, du moins dans les premiers mois de l'épidémie. Nicolas, rapidement. Oui, moi, je trouve qu'il y a quelque chose, moi, qui m'a vraiment, vraiment interpellé, c'est que par rapport justement à cette espèce d'absence de mémoire, ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine est évidemment, c'est impossible de ne pas se souvenir de la cyclosporine, de Philippe Even et des exacts mêmes pièges. C'est-à-dire de se dire qu'à un moment donné, qu'évidemment, il y a un rapport repensé entre les patients, les médecins et les chercheurs. C'est évidemment l'enseignement majeur de l'épidémie de VIH. Mais que les médias s'engouffrent exactement de la même façon, en tombant exactement dans le même piège, face à des pseudo-médecins sauveurs qui font un coup de force médiatique sans aucune fiabilité scientifique, et que d'un seul coup, ça préempte totalement le débat sur la recherche et sur les médicaments. Moi, je trouve que vraiment, là, il y a aussi un examen de conscience très très fort à faire, parce que cyclosporine et hydroxychloroquine, c'est exactement les mêmes pièges. Giovanna, on a parlé tout à l'heure de l'importance des communautés, du travail sur le terrain. Vous, avec votre association Acceptance Transgenre, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Et puis aussi, qu'est-ce qui vous a manqué, en fait, tout simplement? Alors déjà, je partage aussi ce qui a été dit. Effectivement, pareil que pour l'épidémie du sida, les personnes ont été aperçues et traitées comme des cas cliniques et pas des personnes proactives, résilientes, capables de participer aussi aux stratégies.
de santé et à niveau de lutte contre les précarités qui provoquent ces épidémies-là. L'histoire du sida nous a montré comment, à des populations déjà frappées par multiples discriminations, dont les femmes trans, migrantes, travailleuses du sexe, le sida nous a laissé malgré tout l'espace socio-économique du travail du sexe. Or, Covid arrive à partir de mars, tout est fini. En plus, les agences régionales de santé nous ont demandé un protocole à mettre en place, c'est-à-dire fermer rideau, rester en contact avec les communautés par téléphone. Nous avons, à l'association, fait tout le contraire. On a ouvert toutes les fenêtres toutes pour aérer, pour faire laisser passer vraiment notre solidarité. C'est bien ça qu'on a mis en place. La première chose que je retiens, c'est que la distribution alimentaire pour une population qui n'avait aucun revenu, avant, si ce n'était que le travail du sexe, et qu'étant donné qu'il n'y avait plus de possibilité de réaliser le métier, effectivement, la nourriture apparaissait comme une nécessité absolue. Mais ce n'était pas non plus pour nourrir les personnes, c'était aussi pour garantir qu'ils sortent le moins possible, qui s'exposent au risque de transmission ou de contamination. Et autre chose qui nous a rapidement interpellé, comment veiller à la santé communautaire, c'était le numérique. Donc, on a créé une stratégie de médiatrice en santé trans qui travaille à l'association et qui ont gardé contact permanent avec tous les réseaux numériques qui existent. Et on a monitoré à travers la distribution des thermomètres. 1000 thermomètres ont été distribués à cette population qui, par ailleurs, vivent dans des endroits très réduits, 20 mètres carrés, 4 personnes. Vous pouvez imaginer que là, respecter les mesures barrières, c'est complètement absurde. Et puis, il y a eu pas mal de personnes dans notre communauté qui ont été touchées. Au moins 200 personnes ont déclaré vraiment avoir eu vraiment les symptômes. 30 personnes ont été vraiment dépistées Covid, parmi lesquelles au moins 20 ont été hospitalisés et 6 ont été vraiment en réanimation, dont 2 décès. Donc, nous comptons vraiment les victimes en termes de précarité, mais aussi en termes de morts et d'hospitalisation. Une chose qui est apparue très rapidement aussi, c'est les expulsions des lieux de logement pour cette personne, puisqu'étant donné que la plupart vivent dans des petits studios loués, très souvent sans bail et marchands de sommeil et autres. Donc, ce qu'on apprend avec Covid, c'est qu'en France, un nombre de femmes trans qui vivent ici depuis 30 ans, qui ont plus de 60 ans et qui n'ont jamais eu la possibilité de se régulariser, ce sont celles qui ont été les premières expulsées. On s'est retrouvé avec au moins 30 femmes trans dans cette situation. Et on a dû nous réinventer une stratégie avec les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes de la communauté LGBT qui avaient quitté Paris pour se confiner à la campagne nous sont laissé le studio, leur appartement, et on a pu héberger grande partie de ces personnes trans. Donc, une stratégie qui nous a permis aussi d'y penser à comment nous approprier aussi des acquis de la lutte contre le sida. Et donc, on a réinventé la distribution des medikits qu'on distribuait avant Covid pour lutter contre le VIH, préservatifs, information, accès au dépistage du VIH, etc. Là, c'était distribuer encore une fois des thermomètres, des masques, des gels hydroalcooliques, en pensant aussi à la reprise du travail du sexe dans un contexte où l'eau potable n'existait pas au bois de Boulogne, et donc le gel hydroalcoolique devient un outil extrêmement fondamental pour réduire les risques. Donc voilà, globalement, on a créé aussi une stratégie d'appel aux dons. On a créé le Fonds d'action sociale trans avant Covid, mais qui nous a permis de garder une autonomie financière pour pouvoir mettre en place tout ce que nous avons élaboré jusqu'au présent. Je voulais juste terminer avec vous, Giovanna, sur est-ce que ça a changé, est-ce que cette épidémie a changé aussi le rapport, on va dégrader probablement le rapport que vous aviez avec les forces de l'ordre? Énormément, parce que pour une fois, les personnes trans qui sortaient dans la rue devenaient trop visibles, parce que Paris était complètement vide, et donc beaucoup de contrôles d'identité. Il y a eu des avis d'expulsion pour cette personne. Il y en a certains qui ont été mis en centre de rétention.
et aussi des violences policières et aussi des amendes qui ont été appliquées aux personnes, sans parler des personnes qui ont recommencé le travail du sexe et qui se sont vues confrontées à des propos racistes, xénophobes et complètement aussi Covid sérophobe, si on peut le dire, et parce que, évidemment, reprendre le travail du sexe dans un contexte d'épidémie, c'était complètement une attente contre la santé publique, sans y penser vraiment à la fragilité de ces personnes. Juste dernier mot pour vous. Je voulais dire que Dans le micro. il y a eu évidemment aussi, il s'est passé la même chose pour toutes les lesbiennes en demandeuses d'asile et réfugiés qui se sont retrouvées dans la rue absolument sans un rond. Bon, avec la Ligue lesbienne d'intérêt général, le fonds de dotation dont je fais partie, on a fait immédiatement un appel à dons d'urgence, bien sûr, pour effectivement pallier ces situations. Je voudrais aussi parler des situations des jeunes qui se sont retrouvés obligés de se reconfiner ou de se confiner dans des familles qui ne voulaient pas d'elles ou d'eux, qui se sont retrouvés dans des situations très 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 difficiles. Et quand même, le modèle normatif blanc hétéro du confinement, il faudra peut-être aussi un jour en parler. C'est vrai. Bon, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. C'était court, désolé, mais merci à tous les trois. On va passer à la question des violences policières et du racisme en France. Mais d'abord, place à l'international. Au Moyen-Orient et au Maghreb, la presse lève lentement le tabou sur les luttes LGBTI. Il n'empêche qu'un long chemin est encore à faire. Une campagne de outing homophobe au Maroc. Au Canada, le suicide de Sarah Egazi, qui était une militante égyptienne lesbienne. De tristes nouvelles qui ont été très relayées à l'étranger. Mais qu'en est-il dans les médias locaux? La réponse avec cette vidéo. La campagne d'outing lancée par Sofia Taloni en ligne a fait des ravages parmi la communauté LGBTI marocaine. Très médiatisée, notamment en France, elle a aussi mobilisé les rares personnalités marocaines ouvertement out, comme Abdelah Taya, écrivain marocain gay qui revient pour la JL sur ces événements. Ça m'a rappelé ce que j'ai vécu quand j'étais petit, quand j'avais peut-être 11-12 ans, et tout d'un coup, cette peur et ce tremblement que je ressentais en permanence en moi dès que j'étais dans la rue, et que je me disais telle personne ou telle personne va savoir juste parce que je marche d'une certaine façon, parce que je parle d'une certaine façon, ou peut-être parce qu'elle est attirée par moi, parce que j'avais une petite façon d'être un peu efféminé, et donc inconsciemment efféminé, et que peut-être parce qu'elle était attirée par moi, elle va se permettre de me toucher, de me violer, en toute impunité. Et donc, du coup, il y avait ce danger qui était là en permanence autour de moi, sans qu'il y ait personne pour me défendre, ni ma famille, ni le quartier, ni le pouvoir marocain, ni les riches marocains, ni la société marocaine. Et donc, du coup, je vivais dans ce tremblement permanent. Et je me rappelle même que la nuit, alors que je dormais quasiment par terre à côté de mes sœurs, donc j'avais ces tremblements puisque j'arrivais à les calmer, mais le soir, ça sortait dans la nuit à travers je suffoquais, je n'arrivais plus à respirer et je pleurais en silence. En réaction, Abdelah Taya a publié plusieurs textes dans des médias marocains avec une langue simple en s'adressant aux jeunes LGBTI. Il ne faut plus chercher à intellectualiser mon discours ni quoi que ce soit, mais juste dire, toi tu es marocain ou arabe ou même je ne sais pas quoi, tu te sens seul, ouais, je suis là, je suis comme toi, je viens d'un milieu extrêmement pauvre, je suis devenu écrivain, regarde, je suis devenu ça, homosexuel, ils m'ont jeté, ils m'ont violé, ils m'ont fait tout ça, mais j'ai survécu, tu dois survivre comme moi, j'ai survécu. Tu peux le faire. Et le dire d'une manière extrêmement accessible, lui dire je t'aime, je suis avec toi, je suis toi, je suis toi. Ces multiples prises de parole, il les attribue à une prise de conscience d'une grande partie des journalistes marocains et marocaines. Non, il faut vraiment reconnaître à la presse marocaine vraiment qu'elle a réellement évolué sur la question des minorités d'une manière générale, sur les questions des femmes, sur la question de genre. Vraiment, ils soutiennent, ils ont pris conscience que ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ils ne peuvent plus se permettre ni de traiter ça de manière objective, ni même de sous-entendre une certaine condamnation. Donc vraiment, moi, de mon point de vue, par exemple, moi personnellement, j'ai été énormément soutenu par la presse marocaine. Et dans le cas de l'affaire de Sofia Taloni, je crois qu'ils ont fait de très bons travaux. J'ai publié des textes dans le magazine Tétu, je me suis exprimé dans le magazine marocain tel quel, dans le journal marocain L'Économiste, je me suis exprimé dans des radios. Voilà, donc c'est ça qui est très contradictoire au Maroc, c'est qu'il y a une réelle évolution des côtés d'une partie de la société, mais le pouvoir se comporte comme si ces évolutions-là n'existaient pas et ne cesse de ramener le Maroc et la société marocaine à un passé qui n'existe plus. La pression internationale et des médias internationaux, je ne sais pas comment dire, c'est à double tranchant.
d'une part, ça doit faire peur au Maroc et aux Marocains d'avoir une mauvaise opinion sur leur pays qui circule dans le monde entier. Et d'un autre côté, je sais bien que quand il y a ce genre d'affaires qui se passent au Maroc, parfois ça ne fait que renforcer une vision erronée sur le Maroc, une vision, comment on va dire, orientaliste, colonialiste. Et ça renforce l'idée qu'il faut qu'on aille là-bas pour les sauver, alors qu'il ne s'agit pas d'aller sauver les Marocains, les homosexuels et la communauté LGBTQ du Maroc, ou bien les femmes marocaines. Il s'agit de comprendre ce qu'ils vivent, d'interpeller le pouvoir et de voir réellement la situation telle que ces personnes la vivent pour de vrai. Moi, ça ne m'intéresse pas, parce que moi, je suis marocain et ouvertement homosexuel, d'être celui qui opprime les autres Marocains, mes sœurs, ma famille, mes cousins et mes nièces. Ça ne m'intéresse pas, même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, je n'ai pas d'autre choix que d'essayer de les convaincre et de changer la réalité. Malgré les efforts d'Abdelataya et de la presse marocaine et de faibles excuses de Sofia Talouni depuis, les histoires et les vécus des personnes LGBTI ne sont pas couverts idéalement dans l'ensemble de la région. C'est ce que souligne Rasha Younes, chercheuse à Human Rights Watch spécialisée dans l'étude des minorités sexuelles et de genre dans la région. And yes, some media outlets in the MENA region publish sensational articles lacking in depth just to attract viewership. And we see this so much in the MENA region when it comes to LGBT rights reporting, that reporters just take the story that they think will get most views and use very inaccurate and inappropriate and politically incorrect vocabulary and terminology to describe these individuals. For example, for trans women and trans people, they use متحولين جنسيا or other terms that are very offensive that we don't use anymore. And it just goes to show the lack of knowledge in the MENA region around these issues, despite organizations and activists' tireless work to correct these terms and use terms like mithli instead of shadh. And we see reporters, despite having this knowledge, intentionally cater to the general homophobic public instead of using their platform to educate this public. So we do have some reporters who are allies, and as we know, since the Arab Spring, a lot of new, very nuanced, very intersectional news outlets have begun documenting and reporting in Arabic about LGBT rights in a way that is, very good because it attracts viewership as well. However, we see that the audience for these outlets are, very specific, and it risks that it only reaches certain individuals who already agree with these issues. However, there's so many other cases that don't get any attention. So, for example, just last week, we published a press release on a Yemeni young man who was detained in Saudi, literally for saying in a Twitter video, I support equal rights and gay people have rights just like anyone else. That's all he said. And he's been detained and tortured in Saudi prison. No one reported on this. But once it's in the public eye, there's accountability. And there are ways that we can actually help these individuals just by spreading the right information and sharing their stories. So we see how important it is to get this kind of attention. And I'm hoping that, over the years and, as soon as we can, to all collectively be able to share positive stories, and not only stories of, violation of rights and victimhood of LGBT people and how they're, stigmatized and oppressed all over the region, which is partly true. Of course, it's true, depending on their social position and economic status. But we also see a lot of very, inspiring stories, very empowering stories, very successful stories of LGBT people who were able to kind of fight this oppression and transcend it and actually have their voice out there, not only because they're gay or trans, but because they're, smart human beings that we need to include in everything. Un message qui, on l'espère, sera entendu par les journalistes dans la région et dans le reste du monde. Les médias grand public ont fini par s'emparer un peu de la question des violences policières et du racisme systémique en France. Mais comment traitent-ils cette question? Et les médias eux-mêmes sont-ils épargnés par ce racisme? On va en parler maintenant avec nos invités. Et si le lien avec la communauté LGBTI vous échappe, eh bien, à l'AJL, on estime qu'il y a de fortes similitudes dans le traitement des LGBT-phobies et celui du racisme ou des réalités des personnes racisées. Alors, pour en parler avec nous, 3 journalistes. Nassira Al-Moadem, journaliste donc, ancienne rédactrice en chef du Bondi Blog.
blog, Douce Dibondo, journaliste et créatrice du podcast Extimité, et puis Siam Asbagh, journaliste également, vous avez beaucoup travaillé, vous continuez à travailler sur les violences policières. Merci à toutes les trois d'être là. Je vais commencer avec vous, Nassira. Quel regard vous portez justement sur le traitement médiatique de ces dernières semaines depuis l'assassinat de George Floyd à Minneapolis? Vaste question. Merci Marie. Non, évidemment qu'on a l'impression, et j'utilise le mot impression à raison, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ouais. Nous, journalistes qui traitons ces sujets depuis quelques années, on voit bien qu'il y a une volonté, à savoir de permettre à des personnes qui n'avaient pas beaucoup la parole, qu'on cornérisait un petit peu, qu'on marginalisait un petit peu, qu'on estimait trop radicales parfois, on les voit aujourd'hui sur des plateaux télé, dans des studios radio. Et il faut quand même le reconnaître et se dire que c'est une bonne chose. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tout ça va durer ? Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce soit quelque chose de l'ordre de l'événementiel. Comme c'est le cas souvent quand il y a, entre guillemets, des événements, des faits divers, comme on aime les appeler. Et donc, la question, c'est est-ce que les médias qui ont réussi à passer le pas en se disant on va tenter de donner la parole à d'autres voix, est-ce qu'ils vont continuer à le faire? Et ça, il faut qu'elles prennent le sujet à bras-le-corps en interne. C'est-à-dire que la pression extérieure, elle ne peut pas être, ça ne peut pas être qu'une pression extérieure. Il faut qu'en interne, dans les rédactions, on laisse la possibilité aux journalistes, aux producteurs, aux programmateurs, d'avoir des réflexes sur la durée pour permettre à ces gens de rester et de continuer à avoir le micro. Et je pense que ça va être l'enjeu des prochaines semaines. J'imagine que vous constatez toutes, Siam Asbagh par exemple, que les rédactions, justement, restent encore extrêmement blanches. Et ça, c'est quand même un des grands problèmes, j'imagine. Oui, alors c'est pas le seul. Je voudrais d'abord rebondir sur ce qui vient d'être dit. Ouais. Faut être bien conscient de ce qui se passe. La couverture médiatique sur le racisme systémique et les violences policières, elle tombe pas du ciel. Ça ne sort pas de la bonne volonté des rédactions. C'est le résultat d'un rapport de force imposé par la rue. C'est le résultat de mobilisations, alors menées par plusieurs comités de lutte contre les violences policières, menées par la jeunesse et imposées aussi par les réseaux sociaux. Ce qui se passe, c'est que les médias sont en concurrence en fait avec les réseaux sociaux et ces nouvelles plateformes qui permettent à ces voix-là d'émerger, qui ne demandent pas l'autorisation, qui sont là, qui s'expriment librement, de manière radicale, avec les mots du camp décolonial, finalement, les mots de l'antiracisme politique, et qui ont fait ces dernières années une irruption comme ça, une entrée fracassante dans le débat public. Est-ce que, oui ou non, il faut diversifier finalement les rédactions? Oui, c'est extrêmement important. On le sait, les rédactions ne sont pas à l'image de la société. Sur la question du racisme, il y a évidemment un décalage finalement entre les journalistes et les personnes qui sont victimes du racisme, les sujets dont ils parlent notamment sur les quartiers populaires, etc. Mais ce ne sera pas suffisant. On ne peut pas réduire cette question-là à une question de diversité. Je veux dire, c'est pas suffisant de colorier comme ça finalement les rédactions. Ce qu'il faut, c'est des changements en profondeur. C'est qui produit l'information, qui a derrière, qui est à la tête de la rédaction. Ça aussi, c'est important. Si on recrute des journalistes juste parce qu'il faut recruter des journalistes non blancs et qu'on leur donne pas l'espace nécessaire et la liberté nécessaire pour pouvoir traiter ces sujets-là sans censure, sans remise en cause, sans interrogation sur leur neutralité, sur leur prétendue objectivité, etc., ça sert à rien. Donc oui, bien sûr qu'il faut il faut des rédactions qui soient ouvertes aux personnes qui connaissent leur sujet. Mais il faut aussi la liberté qui va avec, il faut des postes de responsabilité et il faut aussi une interrogation sur ces sujets-là, la capacité, la volonté de traiter ces sujets-là en profondeur, pas de manière événementielle comme il vient d'être dit, pas de manière individuelle aussi, parce que outre-Atlantique, il se passe des choses, mais avec la volonté d'interroger le système dans lequel on vit. C'est à cette seule condition que ça pourra évoluer. Douce Dibondo, justement, avec votre podcast, c'est ce que vous essayez de faire, c'est-à-dire de passer par d'autres canaux que les canaux, on va dire, officiels. Oui, tout à fait, parce qu'on se rend bien compte que, j'en parlais aussi justement tout à l'heure, on se rend bien compte qu'en fait, il y a certaines personnes qui dénoncent le plafond de verre,
Et en fait, il y a des personnes qui sont au stade du plancher collant, c'est-à-dire qu'on n'a même pas dépassé ce stade-là, qu'on est encore à ce niveau-là, et qu'il faut déjà se battre contre un système qui est inscrit dans la société, c'est-à-dire que le racisme, ce n'est pas que dans les médias, c'est vraiment partout. Et on se rend bien compte que dans le traitement médiatique, il y a une sémantique, par exemple. Le fait qu'il n'y ait pas des personnes qui soient concernées par le racisme, il y a des sorties de route. L'exemple le plus criant récemment, c'est donc le 25 juin, la une de l'Humanité, qui confond Maboula Soumaoro, chercheuse universitaire, avec Ndella Paye, qui, elle, est une militante afroféministe. Enfin, je veux dire, c'est des écueils, ce sont des accidents, mais qui sont tellement récurrents. On voit bien qu'il y a une problématique, en fait. Quand on parle des violences policières et qu'on parle de heurts, d'interpellations musclées, c'est qu'en fait, la réalité est biaisée et la neutralité objective, soi-disant le but à atteindre du journalisme, n'est pas du tout atteint, est bien loin de ce chemin-là, en fait. Parce que la neutralité, il y a cette vision du racisme encore dans les médias qui serait donc de l'ordre de la moralité, de l'ordre du moral, alors que ce qu'on dénonce, c'est le racisme en tant que système, qui est aussi dans les médias, que dans les entreprises, que au niveau de l'éducation nationale. Et tant que les médias, on parle souvent de métajournalisme, on parle du fait que les médias, il y a une conjoncture économique qui est très grave, donc il y a un miroir face au monde du journalisme et des médias en général, mais par rapport au racisme, c'est un tabou parce que les personnes en majorité blanches ne veulent pas se regarder en face dans les médias en se disant concrètement qu'est-ce que l'on fait de ces racismes et surtout qu'est-ce qu'on fait de notre blanchité. Et c'est le mot qu'on ne peut pas dire en France. On n'en est pas là. On en est à la définition du racisme alors que les médias devraient dépasser la forme interrogative. Et parce que l'interrogation appelle l'opinion, mais ce n'est pas une opinion. Le racisme est un délit, le racisme est systémique. Et donc, quand on dépassera l'interrogative, on pourra peut-être commencer à penser comment le racisme se construit, quels sont ses mécanismes, ses dynamiques. Et justement, pour rejoindre ce que disait Siam, c'est peut-être engager des personnes qui sont donc à des postes clés, mais surtout, à ce moment-là, il va falloir remonter plus loin dans les écoles de journalisme. Les écoles de journalisme, voilà. Comment travailler ça ? Justement. Alors moi, je ne suis pas passée par donc, les chemins classiques, donc peut-être que toi, Nassira... Je vais juste rebondir sur la question du recrutement. C'est évidemment nécessaire, mais pas suffisant selon la formule mathématique, ça c'est très clair. Mais on a quand même énormément de choses à faire en interne, que ce soit dans les rédactions nationales. Ne parlons même pas de la presse quotidienne régionale, où c'est un vrai problème. Pour avoir vu certaines rédactions s'interroger sur le sujet, il y a un vrai souci aussi dans cette presse quotidienne régionale, et c'est important de le dire, puisque les Arabes et les Noirs, c'est pas aussi que dans les banlieues. Il y a aussi des zones rurales en France où il y a des personnes d'origine immigrée qui se sont installées dans les années 60, qui sont restées et qui ont un rapport avec la presse quotidienne qui est problématique puisqu'il n'existe pas hormis le fait divers. Et là, vraiment, là, c'est très clair. Donc ça, c'est la première question. Et là, évidemment, la question de l'évolution en interne, une fois qu'on est recruté, quels espaces on peut occuper, quels espaces on nous laisse occuper. Est-ce qu'on peut avoir accès aux postes à responsabilité comme les autres? Ça, c'est une autre question. Mais ce qui serait profondément dérangeant, c'est d'arriver à un système, par exemple, de quotas en se disant, voilà, il faut tant de Noirs, tant d'Arabes, etc., pour donner un chiffre, mais ne pas s'interroger sur la photo globale où, moi, j'estime que, normalement, une personne noire, une personne arabe doit être, au fond, banalisée, en fait. Elle doit être normalisée dans l'espace. Or, aujourd'hui, lorsqu'on veut raconter des choses de banlieue, par exemple, eh bien, on va nous mettre un arabe et un noir à l'antenne. Et on va chercher des choses de banlieue. Or, la galette des rois, j'en sais rien, la rentrée des classes, eh bien, on va la faire dans le 15e arrondissement, on va la faire dans un espace qu'on va considérer comme neutre, et l'espace neutre, c'est l'espace blanc. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire, à partir de quand les personnes issues des minorités vont pouvoir exister en dehors des champs qui sont assignés à ces personnes-là. Et à partir du moment où on pourra enfin normaliser leur présence, je pense qu'on aura gagné. Siam ? Oui, en fait, juste la question de la diversité, moi, elle me fait toujours un peu... elle me titille toujours un peu, parce que je me dis, il ne faut pas que ça devienne aussi le G1 ami noir de la presse française. C'est-à-dire que si le but, c'est d'avoir... de se dire, oui, mais on a un journaliste arabe et noir et de pouvoir les compter, etc.,
Mais en fait, frère, ça ne t'empêche pas de te poser les questions liées à ta manière de traiter ces sujets-là. Et en fait, ce qu'il faut que la presse interroge, c'est la manière dont elle-même, elle a contribué à légitimer l'ordre policier. Quand on a des reportages quasi quotidiens qui stigmatisent, essentialisent, criminalisent finalement les habitants des quartiers populaires, les musulmans, les non-blancs de manière générale, ce qu'on fait, mine de rien, c'est qu'on contribue à légitimer l'ordre, c'est qu'on contribue à cette création, à la fabrique en fait la création en fait, la vision de cette population comme des ennemis de l'intérieur, comme des menaces, comme des ennemis à abattre. Ça, c'est ce que fait la presse quotidiennement. C'est ce que fait la presse quotidiennement. C'est à ça qu'elle doit s'attaquer. C'est comment est-ce qu'elle traite ces sujets-là. C'est comment est-ce qu'elle parle de ces populations. C'est comment est-ce qu'elle légitime finalement l'ordre social, l'ordre établi. Comment elle y participe. Et les recrutements qui débutent à l'école de journalisme sur la formation dans la presse nationale, dans la presse régionale, nationale, etc. Ça ne doit pas servir à couvrir ça. Il ne faudrait pas qu'on utilise en fait cette question-là pour se dire ah bah c'est bon, on est exempté de toute remise en cause ou de toute critique puisqu'on a nos journalistes, nos journalistes arabes, nos journalistes noirs, etc. Et tout. On ne sert pas de caution. Et par ailleurs, juste pour finir, quand on pose cette question-là, on ne pose pas aussi la question de l'importance des médias indépendants. Aujourd'hui, je vais vous dire, la presse, elle se réveille, elle commence à se poser ces questions-là. Mais nous, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, ça va. Je veux dire, on a avancé. Parce qu'elle est engagée maintenant, en fait. C'est ça, il y a eu la création de médias indépendants, de podcasts, de chaînes. Les gens, ils créent leurs propres émissions. Il n'y a plus personne qui demande l'autorisation. Et encore une fois, on ne mesure pas l'impact qu'ont eu les réseaux sociaux. Donc, il faut aussi contribuer à valoriser, à faire entendre ces voix-là qui n'ont pas besoin d'un reportage sur TF1 pour faire entendre leur voix. Quand on voit que, par exemple, Assa Traoré appelle à une mobilisation, elle fait 1 million de vues. Elle n'a ni eu besoin de TF1, de France 2, de France 3 ou des médias. Donc c'est ça aussi. Et ça c'est quelque chose de vivifiant, c'est quelque chose qu'il faut valoriser, c'est quelque chose sur lequel il faut compter. Et la seule question que doivent se poser les médias français, c'est tôt ou tard, ils vont être en perte de vitesse face à ça. Tôt ou tard, ils vont être en perte de vitesse face à ce bouillonnement finalement, ce bouillonnement médiatique, ce bouillonnement social, à tout ce qui se crée, à toute cette force créative. Parce que c'est vrai que la créativité, elle est de notre côté. L'audace, elle est de notre côté aussi. Donc c'est simple. Il faut qu'ils soient dans le sens de la marge de l'histoire et ils savent ce qu'ils ont à faire pour le faire. Mais il faut aussi que les rédactions qu'on dit traditionnelles, elles prennent le train en marche. Moi, le risque, c'est qu'il y ait une scission complète, en fait, entre d'un côté ceux qui ont les leviers de connaissances scientifiques, qui ont travaillé sur ces questions-là, qui sont des militants aussi, qui ont la connaissance, et puis le reste qui ne l'a pas. Et du coup, il y a tout un public qui n'est pas aussi éduqué, qui n'est pas sensibilisé à ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut, à mon avis, il ne faut pas opposer les deux. C'est-à-dire que pour moi, il y a évidemment tout le travail qui est fait par des médias qu'on taxe de communautaristes, etc., mais qui sont des médias, qui font un travail éditorial. Mais il faut que ça aussi, ça puisse imprégner les rédactions classiques, parce que l'objectif, il est le même. Il est pouvoir que chacun existe dans son identité, de pouvoir être traité et vu de manière digne par l'ensemble de la population. Et ça me semble extrêmement important. Et puis la question aussi des écoles. Il faut aussi que les écoles fassent attention, l'ensemble des écoles de journalisme, reconnues ou non, à ce qu'effectivement le recrutement au sein des formations ne soit pas un recrutement du chiffre. Pour la photo, parce qu'on a envie d'avoir le label, parce qu'on a envie d'avoir la bonne relation avec les politiques, parce qu'il y a un agenda et parce qu'il y a une pression forte de l'opinion publique, d'une partie de l'opinion en tout cas sur ces sujets-là. Il faut que ce soit un vrai engagement, un engagement réel à la fois sur la forme que ça prend, le fait de recruter des personnes issues des diversités, mais aussi à l'intérieur des écoles, qu'on laisse la possibilité aux étudiants et aux étudiantes qui sont recrutés de pouvoir exister. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, moi ou toi qui est victime de propos racistes, qui est victime de discrimination, ça existe, j'en ai été victime, moi, en école, et bien de pouvoir d'abord le dire, de ne pas être ostracisé, de trouver des espaces où pouvoir un peu se défouler et puis raconter ce qui nous est arrivé sans qu'on soit vu un peu comme la brebis galeuse, et qu'il y ait des vraies mesures qui soient prises pour faire en sorte que
ce soit safe, quoi, que ce soit sécurisant pour chacune et chacun de parler. Parce qu'encore aujourd'hui, malheureusement, eh bien, il y en a beaucoup. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me voir sur Twitter, etc., pour me dire, voilà, moi, il m'est arrivé telle chose, je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas vers qui me tourner, parce qu'en fait, tout ça n'est pas pensé. Parce qu'en fait, on a voulu ouvrir les rédactions, les écoles, et ce qui est très bien, mais on n'a pas pensé à l'après, on n'a pas pensé à quand eux ils seront à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer, vers qui ils peuvent se tourner, et puis ensuite, ne parlons même pas ensuite une fois qu'ils sont diplômés. Et ça, c'est un vrai problème, parce que sinon, c'est juste de la pure intention politique qui ne règle pas le problème, en fait, parce que c'est un problème de fond qui dure. C'est pas un problème qui naît uniquement dans les écoles, ça nous poursuit et ça continue. Et il faut effectivement qu'à la base, comme tu le disais, Douce, eh bien, que les écoles réfléchissent, vraiment réfléchissent. Aussi, absolument. Intervenantes qui absolument. parlent de ça. Absolument. Et il faudrait en fait que ces intervenantes aient la chance déjà d'être en rédaction, en fait, d'avoir l'accès en fait aux rédactions pour pouvoir elles justement prodiguer des formations pendant. Enfin, c'est tout un système en fait. Et moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, les médias indépendants. Moi, je pense pas qu'il y ait de scission complète en fait. C'est même pas ça. C'est qu'en fait, on le voit très bien. Le rapport de pouvoir est différencié désormais. Et il est clair. C'est-à-dire que sur Twitter, les personnes qui parlent dans les débuts des années 2010, il y a eu une consommation de la part des médias sur les sujets sur l'afroféminisme, en fait, sur l'antiracisme, on le voit très bien. Et justement, par rapport à cette neutralité journalistique, les personnes qui étaient concernées, quand elles voulaient proposer ce genre de sujet, ça leur était nié parce qu'on partait du fait qu'être concerné par un sujet, ce n'était pas possible et que ce n'était pas possible de le gérer de manière distanciée. Mais les médias, comme vous disiez, Marie, le podcast, moi, le podcast, on l'a créé parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on n'avait plus à attendre l'aval en fait, des grands médias parce que ce n'était plus possible. Le rapport de force, il était autre. Et le podcast, on appelle ce média le média féministe, mais j'irais bien plus loin, c'est un média de la révolte, en fait, d'une certaine manière. Pour moi, c'est un média qui est pédagogique, dans lequel la parole est libre, sécurisante, et aussi on prend corps en fait avec nos réalités et surtout on est expert, on se dit expert de nos vécus et on l'assume. Extimité, on a été taxé d'intello, que c'était un peu trop intellectuel, alors que toutes les personnes qui sont concernées par le racisme, par la queerphobie, par la transidentité, se reconnaissent totalement dans nos sujets, dans les sujets qu'on aborde. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est les grands médias qui sont perdus. À chaque fois, on nous disait, ce n'est que récemment qu'on a eu des parutions médias, bon, avec peut-être tout ce qu'il y a maintenant, bizarrement, les gens se sont souvenus de nous. Mais voilà, c'est ironique. Et on nous disait qu'on ne comprenait pas ce qu'on disait, que c'était trop flou, que c'était trop de niche, mais trop révolutionnaire, etc. Alors que maintenant, ce sont des sujets qui sont traités. Le Monde a sorti un article qui parlait des nouveaux mots sur l'antiracisme. La blanchité, les racisés, mais ça fait combien de temps le décolonial, ça fait combien de temps qu'on en parle? C'est nouveau quand ils le découvrent. Exactement. Et donc, c'est une manière de nier l'apport, le savoir que des militants, des collectifs apportent depuis des années. Et cette propension à regarder aussi les États-Unis, le Brésil, sur les figures qui ont été effacées. On ne parle pas forcément d'Alexandre Dumas en France, mais on ne va pas non plus parler en fait des révolutions en Guadeloupe, en Martinique, etc. Et en fait, pour moi, les médias ont vraiment ce travail à faire au niveau de la prise de conscience. C'est un grand mot que de dire déconstruction, mais avant de recruter, avant d'ouvrir les portes, en fait, il faut que les personnes blanches saisissent le fait que le racisme est un problème de blanc. Concrètement, ce n'est pas aux personnes noires ou arabes ou asiatiques d'expliquer ce que c'est le rapport entre les personnes blanches majoritaires et les personnes noires racisées, en fait, en général. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Et on est taxé en tant que journaliste quand on prend la parole sur ces sujets de militante, comme si c'était une insulte. Maintenant, en fait, c'est une réalité. Moi, je m'inspire de la sociologie, en fait. Il faudrait que les journalistes fassent un peu de sociologie. Juste pour le rappeler, la scission sociologique, Durkheim s'éloigne du journalisme. Au départ, il était plutôt dans cette analyse journalistique, mais il s'est bien rendu compte qu'en fait, la neutralité n'existait pas. Donc, il faut que les journalistes se rendent compte qu'ils ont besoin de situer leur travail, de poser un contexte, de montrer en fait qu'ils ont des billets eux aussi quand ils écrivent des articles et que leurs articles peuvent infirmer ou affirmer l'opinion publique et c'est essentiel. Il y a des modèles, hein. La BBC par exemple, elle forme les journalistes en interne au biais justement inconscient, raciste. C'est des formations qui sont obligatoires, c'est pas que celle-là, mais l'ensemble des formations sont obligatoires à l'ensemble des personnels. Donc on a de quoi faire. C'est pas comme si on partait de zéro. On peut s'inspirer d'autres pays, d'autres médias qui ont 10, 15, 20 ans d'avance par rapport à nous. La question c'est est-ce que les médias le veulent vraiment en fait ?
Siam, je vous donne le dernier mot. Alors, on va y aller fort. La question de la neutralité et de l'objectivité, telle qu'elle est posée par les médias, il faut bien avoir conscience de à quoi elle sert. Elle sert à neutraliser les paroles contestataires. La question de la neutralité, c'est à ça qu'elle sert. Quand on dit qu'un journaliste est militant, ce qu'on dit finalement, c'est que son propos dérange, c'est que son propos est trop contestataire par rapport à l'ordre établi tel qu'il est défendu par les médias. Il faut poser les choses très clairement. Moi, par exemple, je traite la question des violences policières. On dit que je le traite d'une manière militante. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis militante quand, dans une affaire de violence policière, je donne la parole aux victimes. Comment est-ce qu'on peut appeler, du coup, les journalistes qui se contentent de la version préfectorale? Comment est-ce qu'on appelle les journalistes qui se contentent des versions policières? C'est du militantisme, en fait, aussi. Tous les journalistes. Il n'y a aucun journaliste qui ne parle pas d'une subjectivité. Il n'y a aucun journaliste qui ne parle pas qui ne part pas même de son histoire, de son vécu, de sa place dans l'échiquier social, de sa place aussi dans l'échiquier racial. Et c'est ça qu'il faut admettre. Il n'y a pas de problème. Nous, on est militants et on sait pourquoi on milite. On sait contre quoi on milite, mais aussi, vous êtes militants. Et vous militez pour l'ordre établi, ce qui est très, très grave. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. Alors, on va terminer cette séquence avec cette question des images et des représentations des corps racisés, en l'occurrence noirs, au cours des manifestations contre les violences policières. C'était aux États-Unis, mais c'est en France aussi. Comment les photoreporters, qui sont le plus souvent blancs, regardent et montrent la colère des personnes noires? Une représentation qui est souvent empreinte de clichés et de fantasmes. On a interviewé sur ce sujet le critique Sadreddine Areski. Regardez. La photographie coloniale a participé à imposer une vision de l'autre en fait qui rejoignait l'idée de colonisation, de l'idée civilisatrice, l'Occident présent en Afrique notamment pour apporter la civilisation au monde, à ce continent noir. Pour en fait incarner cette idée de domination, il fallait aussi arriver à une forme d'assujettissement, d'asservissement du corps noir qui renvoie à cette nécessité de le domestiquer. Et pour ça, en fait, l'image qui a été imposée par les visuels coloniaux, c'était l'image d'un corps noir qui est plus proche du sauvage que de la culture. Cette image, en fait, du corps noir, souvent nu, on insistait beaucoup là-dessus, ce côté inquiétant, ce côté angoissant, cette violence en fait qui est incarnée dans ce corps-là, qui matérialisait une idée du sauvage. Par réflexion, chez la personne qui voyait ces images-là, elle suscitait une réaction qui est une réaction de crainte et donc en fait une envie de protection et donc d'assujettir, de domestiquer cette force-là. C'est des codes visuels qui ont été instaurés par cette imagerie-là. Et donc voilà, c'est des imageries en fait qui sont là, qui sont enracinées un peu dans notre imaginaire visuel et qui forcément on peut pas ne pas se poser la question ensuite quand on voit des images de corps noirs, de jeunes hommes noirs lors de manifs, que cela soit aux États-Unis ou notamment à Paris lors des 2 manifs organisés par le comité Adama. Cette image, en fait, a été postée par un photojournaliste de l'agence MEOP, Stéphane Lagoutte, qui a réalisé, comme d'autres journalistes, des images. Là, c'était une commande de Libération. Et c'est une image, en fait, qui est très étrange. Alors, pour le coup, elle est un peu différente, en fait, des autres, même si on retrouve certaines caractéristiques propres à ce type de visuel, c'est-à-dire l'image d'un jeune homme noir au devant du cortège, en fait, qui est sorti comme ça de la masse collective pour se retrouver devant, à incarner en fait cette force qui vient. Et cette image-là, elle est différente des autres. Les autres, en fait, on voyait des corps incarner ce désir, cette force de révolte.
Et alors que cette image-là, elle incarne une menace. Elle dit quelque chose comme voyez ma force et voyez ce dont je suis capable de faire. Il y a le chaos qui menace, qui est là et qui est derrière moi. Une personne qui épouse le point de vue de ce manifestant, bon, pour résumer, on va dire antiraciste, contre les violences policières, etc., va être exaltée en fait déjà par la force physique qui est au premier plan, l'incendie derrière, l'attroupement, le nombre et le collectif qui est derrière. À l'inverse, quelqu'un qui n'épouse pas le point de vue de ce manifestant va voir une image très menaçante. La réalisation de ces images-là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a, bon, en tout cas sur la sélection que j'ai faite, c'est des hommes. Bon, c'est pas non plus très surprenant, hein, majoritairement les photographes ce sont des hommes. Il faut dire aussi qu'il y a certains photographes noirs, alors c'est plus aux États-Unis. Je prends cette question-là avec des pincettes parce que je pense pas qu'un photographe noir aura forcément une imagerie en tête très différente, parce qu'on est nourris tous de la même imagerie en fait. C'est juste en fait la capacité réflexive ou de critique par rapport à ces images-là. Quelqu'un qui vit le racisme tous les jours, si un photographe noir prend le métro pour se rendre sur le lieu d'une manifestation et qui se fait contrôler 3 ou 4 fois sur le chemin de la manifestation, peut-être que ça va le conditionner mentalement, moralement, peut-être différemment que le photographe lambda qui se retrouve directement sur le lieu de manifestation. Il y a potentiellement, certainement, des regards différents qui pourraient être portés sur ce type de manifestation et qui pourraient peut-être nous donner à voir en fait des visions peut-être autres que ce qu'on voit. Il y a certainement des codes, en tout cas, tout le monde le souhaite, j'imagine, des codes visuels à revoir, à créer, pour permettre de voir ça un peu différemment, à revoir toujours les mêmes stéréotypes. Ces images-là, en fait, c'est comme des bougies qui s'éteignent, en fait, au bout d'un moment, elles perdent de leur force, elles se dévitalisent parce qu'on la voit là, dans un an, on verra le même type de visuel ailleurs, entre-temps, on l'aura vu au cinéma, dans un film, et c'est des images qui nous accompagnent, en fait, et qui finissent par s'éteindre, en fait, qui perdent un peu de leur force. Et on parle de la loi de bioéthique. À présent, on l'a cru enterrée, repoussée au calende grec. Elle sera finalement examinée en deuxième lecture à l'Assemblée ce 6 juillet. La mesure dont on a beaucoup parlé, c'est évidemment l'ouverture de la PMA aux femmes lesbiennes, aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Mais il y a beaucoup d'angles morts, et notamment la situation des personnes intersexes. Les associations réclamaient un arrêt des opérations chirurgicales de réassignation systématique à la naissance. Ce n'est pas ce qui a été retenu pour l'instant. On en a discuté avec Loé Petit, membre du collectif Intersexe et Alliés, et avec Mila Petkova, avocate au barreau de Paris. Quelle place ont les personnes intersexes dans le traitement médiatique lié à leurs droits, notamment comparé à celle des médecins ? Alors déjà, je pense qu'il faut noter une évolution sur ça. On avait fait une première table ronde avec l'association des journalistes LGBTI, donc la SJL, entre la JL et le collectif Intersexe et Alliés, le 8 novembre 2017. Et à l'époque, on avait fait un premier état des lieux de la situation du traitement médiatique des personnes intersexes et des questions intersexes. Et puis, comme vous le savez peut-être, on a sorti ensuite un guide ensemble je regarde mes notes, le 15 mai 2018. Et c'est vrai que depuis, alors c'est pas lié seulement au guide, je pense que c'est aussi lié au fait que le collectif est devenu beaucoup plus visible, qu'il y a eu un certain nombre d'événements en termes institutionnels aussi. Mais on a eu une nette amélioration du traitement médiatique des questions intersexes, et en particulier liées aux droits des personnes intersexes. Il y a eu vraiment, parce qu'il faut le dire, parce qu'on critique beaucoup les médias aussi, donc il faut aussi dire quand il y a des améliorations, notamment sur la question de l'iconographie, parce qu'avant on avait des représentations avec un visage à moitié masculin, à moitié féminin, ou l'hermaphrodite endormi au Louvre, etc. Et maintenant on a beaucoup plus des photos de cortège, par exemple, des drapeaux, des choses plus militantes. Donc ça, par exemple, c'est beaucoup mieux. Par contre, on constate aussi qu'il y a
quand même encore une rupture, j'ai envie de dire, qui s'accroît, qui s'aggrave entre la presse un petit peu généraliste, voire progressiste, les web médias, la PQR, des médias qui en général reprennent plutôt ce que font leurs collègues, qui sont un petit peu comme ça dans le milieu médiatique sans forcément avoir des positions très fortes d'abord sur la question, qui vont beaucoup plus vite progresser sur ces questions-là. Et on le voit aussi dans la façon dont les articles sont traités, dans la façon dont les questions nous sont posées. Et d'un autre côté, des médias qui sont plus centrés santé, centrés médecine, et des médias plus de droite dure, ou de gauche, mais de gauche très, j'ai envie de dire bourgeoise, c'est-à-dire une gauche en fait où il y a beaucoup de médecins, où il y a une certaine sensibilité au corporatisme médical, où là par contre on va avoir une présence des médecins qui reste très forte, où on peut avoir en gros par exemple autour de la loi de bioéthique, on a vu des traitements médiatiques qui vont être très hostiles à la législation sur les mutilations, parce que il y a une hostilité générale sur la loi de bioéthique qui va autoriser la PMA, etc., et qui du coup contamine un peu ces questions-là. Et en gros, une réaction, une résistance à tout ce qui peut être de l'ordre de la critique du corps médical. Donc ça, c'est quelque chose qui se maintient pendant que la plus grande partie des médias français tend quand même à s'améliorer sur ces questions-là. Du coup, cette divergence entre ces deux tendances médiatiques, ça correspond à ce qui se passe actuellement dans la société et dans les institutions, c'est-à-dire une majorité droits humains qui voit assez facilement le problème avec la situation des personnes intersexes, et un courant corporatiste, réactionnaire, qui va défendre les questions médicales et de façon très, très dure en fait, et très hostile à ce que les personnes concernées elles-mêmes ont à dire sur le sujet. Mila, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je suis évidemment d'accord avec ce que vient de dire Loé. Je pense que le traitement médiatique est vraiment à l'origine du regard que portent et porteront les personnes qui connaissent peu ou qui connaissent pas le sujet. Et je pense que c'est très important de bien porter ce regard médiatique et de bien le classer. C'est-à-dire que je vois là une petite complexité du sujet médiatique, dans la mesure où, par exemple, la question intersexe, elle est beaucoup prise en compte par le prisme de la rubrique société dans les médias. C'est évident qu'elle doit l'être parce que c'est une question avant tout sociale, mais je pense qu'il faut aussi approcher cette question d'un point de vue aussi plus spécifique, qui est aussi la case justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'avoir toujours un regard qui est purement généraliste. Autant on a du mal à comprendre le traitement de la question intersexe par le biais case médicale ou problème à résoudre, parce qu'aujourd'hui, la question intersexe, elle est présentée surtout dans les médias comme des choses à résoudre, des problèmes, etc. D'où cette complexité-là, à la fois un regard qui est social, donc cas société, mais à la fois, il faut aussi montrer que c'est une question aussi de justice, c'est une question de droit, et surtout, c'est une question de droits humains, puisqu'il faut mettre l'accent dessus. C'est qu'aujourd'hui encore, on l'a vu ensemble, dans le communiqué de l'OPESC, on voit bien, donc c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, on voit bien que dans ce communiqué, on refuse de parler en termes de droits humains, mais qu'on a une approche qui est strictement technique. Donc, je pense qu'on peut sortir d'une approche strictement technique qui est celle des médecins, parce qu'on parle beaucoup d'intersection et de médecine, mais on pense avec Loé, je pense, qu'il faut sortir de cette technicité-là, non pas pour ne pas rester dans le technique, mais pour aller rejoindre un autre côté technique qui est aussi celui des droits humains et de la justice, et sortir un peu de ce prisme qui est toujours intersexe médecine. On est bien évidemment au-delà de ces questions-là. Et est-ce que vous pensez que le manque d'information de la part des autorités médicales sur le sujet des mutilations intersexes, je pense notamment au nombre de mutilations qu'il y a en France par an, qui est un chiffre assez
peu facilement accessibles. Est-ce que vous pensez que c'est un frein à la médiatisation de ces enjeux? Je pense que c'est une fausse question. Après, l'enjeu, c'est pas tellement de savoir combien de personnes sont concernées, c'est la gravité de ce qui est fait à ces personnes. Et je pense que du coup, les notions qu'on n'a pas et qui manquent dans le fait que les centres de référence et les centres hospitaliers refusent, ils les ont, les chiffres, ils refusent de communiquer sur ces chiffres, ils refusent de les donner. Je pense que l'enjeu, c'est moins de savoir combien de personnes sont touchées que combien d'actes sont réalisés et quels actes sont réalisés. Je pense que ça ouvrirait un peu les yeux à un certain nombre de gens si on se rendait compte du nombre de petites filles à qui on fait des clitoridectomies ou des récessions clitoridiennes, du nombre de petites filles à qui on impose des vaginoplasties et du nombre de vaginoplasties et de dilatation vaginale qu'impose le fait de vouloir créer des organes génitaux conformes aux normes hétéropatriarcales. Pour moi, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire, à quel moment on se rend compte que, par exemple, pour qu'un garçon ait un pénis d'une taille qui convient au médecin, il va falloir des dizaines d'opérations. C'est ça le problème. Parce qu'actuellement, les médecins ont beau jeu de dire c'est juste un petit acte qui est fait à la naissance, l'enfant ne s'en souvient pas, etc. C'est ça les mensonges. C'est ça qu'il faut exposer. La question, c'est pas combien de personnes sont concernées. C'est ce que ça représente un parcours médical d'une personne intersexe aujourd'hui. Et je pense aussi que le fait que les médecins n'en parlent pas ou en parlent peu, puisque finalement, dans les médias, ils n'osent pas parler. C'est ça aussi, c'est un sujet, un point important. C'est que je pense qu'aujourd'hui, ils ont eux-mêmes la conscience du caractère illicite ou illégal de ces pratiques-là, puisqu'ils en parlent peu. Aujourd'hui, nous, à part quelques prises de position ponctuelles dans les médias, la parole est surtout, je trouve, donnée aujourd'hui aux personnes intersexuelles qui, face à ce manque de parole publique portée par les médecins, eh bien, ils peuvent enfin exprimer le point de vue des droits humains. Et sur les données, c'est ce que dit Loé, sur les données, ce n'est pas qu'on n'a pas accès. Évidemment, nous n'avons pas accès, et cet accès-là est difficile, mais c'est surtout qu'il est rendu difficile. Et que nous avons les moyens, si tout le monde participait et si on nous ouvrait l'accès, évidemment qu'on pourrait y accéder avec quelques démarches administratives, évidemment. Mais aujourd'hui, ces données de santé sont gardées et elles ne sont que communiquées à des personnes très particulières et pas en totalité. Et il y a aussi une difficulté, c'est que sans regard médical qui soit indépendant, impartial, ces données-là sont difficilement également exploitables. Donc, vous voyez bien que cet accès-là, ce n'est pas qu'il est difficile en soi, c'est un accès qui est rendu difficile. Et avec l'association Alter Corpus et avec le CIA, nous avons demandé depuis de nombreuses années d'avoir accès à ces données de santé. Et ce n'est que récemment que nous avons eu un accès partiel à ces données de santé. Et donc les questions autour du projet de loi bioéthique, elles se sont beaucoup centralisées autour du sujet de la PMA. Comment vous expliquez, alors que l'arrêt des mutilations intersexes était en jeu, qu'on n'ait pas du tout entendu parler de cette question dans les médias? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'en a pas du tout entendu parler. Pour les gens qui, comme nous, sommes extrêmement attentifs, il y a eu quelques articles. Après, le problème, c'est qu'il y a surtout eu beaucoup plus d'articles après le vote. C'est-à-dire là, il y a eu beaucoup d'articles sur les amendements. Visant à organiser la prise en charge des enfants intersexes. Je pense qu'il y a eu assez peu d'envie finalement de la part des journalistes de s'intéresser à ces amendements-là, alors qu'il y en a quand même eu beaucoup qui ont été déposés. Il y a eu 2 heures de débat à l'Assemblée nationale. Le CIA avait produit des communiqués pour se positionner. Il y a eu quand même un certain nombre de rapports qui étaient sortis avant, de la part de diverses commissions et autres conseils, etc. Enfin, il y a eu beaucoup d'institutions de droits humains qui s'étaient positionnées en amont de la loi de bioéthique sur la question intersexe. Donc, des éléments sur lesquels s'appuyer pour des journalistes qui voudraient faire ce travail, il y en avait. Après, on sait que c'est difficile pour les journalistes de faire du travail de fond, de prendre le temps, de lire tout ça. Et en particulier, je pense qu'il y avait une certaine technicalité dans les amendements, de subtilité sur la différence entre urgence vitale, nécessité médicale, acte de conformation sexuée ou modification des caractéristiques sexuelles, qui sont des termes qui sont
je pense, peu transparent en réalité. Enfin, les nuances ne sont pas forcément évidentes pour des gens qui ne sont pas vraiment dans l'activisme intersexe depuis longtemps. Je pense que c'est quand même dommage qu'aucun journaliste n'ait essayé de nous demander de les expliquer et de faire un peu de pédagogie là-dessus. Parce que pour nous, c'est assez clair ce qu'on aurait pu expliquer là-dessus. Par contre, le problème qu'on a vu, c'est après le vote des amendements, des articles triomphalistes de la part des médias qui ont eu du mal à avoir un recul sur le discours tenu par la majorité parlementaire et qui, du coup, ont relayé de façon complètement acritique des affirmations qui étaient très éloignées de la réalité sur la supposée protection que ces amendements offriraient aux enfants intersexes. Donc ça, c'est vrai que là, on a eu besoin de solliciter les médias ou de répondre favorablement de façon un petit peu plus volontariste à des médias qui seraient ouverts à proposer un contre-discours là-dessus. Parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de difficultés à critiquer les amendements proposés par la majorité avant et après le vote de la loi. Je voudrais compléter en disant que, en fait, les questions intersexes ne faisaient pas partie au début du projet de loi bioéthique. Et c'est ça aussi une des difficultés, c'est que les médias se sont concentrés sur le contenu de la loi, ce qui est normal, mais c'est nous, c'est vous qui étions obligés du coup d'œuvrer pour que la question intersexe soit intégrée dans les débats. Nous avons eu des appels de vos confrères journalistes, je rejoins Loé sur ce point. Les appels qu'on a reçus, c'était des appels qui étaient évidemment bienveillants, mais on voyait bien que les journalistes ne connaissaient pas très bien le sujet, puisque c'est un sujet, bon, on peut dire qu'il est neuf, etc. Ça fait quand même quelques années qu'on le connaît, et en fait, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on nous contacte, c'est pour qu'on réexplique depuis le début de quoi il s'agit, avec les mêmes questions, etc. Donc, il y a un écueil qui est celui du traitement médiatique qui reste quand même toujours grand public et qu'on ne prend pas suffisamment le temps d'aller dans le détail, d'avoir un suivi qui est vraiment un suivi en matière de bioéthique ainsi qu'un suivi des débats parlementaires et du calendrier parlementaire qui ferait que en fait, l'information que nous, on peut communiquer, elle est beaucoup plus immédiate et elle est beaucoup plus facile du coup à traiter par les journalistes. S'ils ont suivi depuis le début donc la question intersexe, les luttes et tout ce qu'on a écrit dans les journaux et tout ce qu'on a fait ensemble, évidemment, comme apparition médiatique et explication médiatique. Je pense que si on avait une information qui soit vraiment spécialisée de bout en bout, ça serait déjà plus facile de la communiquer au grand public. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un traitement médiatique qui reste grand public, eh bien, on va se concentrer plus sur l'intelligence artificielle, sur la PMA, et on ne sera pas forcément au courant qu'au sein même de la discussion du projet de loi, il y a des évolutions, puisqu'au début, la question intersexe n'y faisait pas partie, et maintenant, elle fait partie. Alors, pour parler de cette loi de bioéthique, nos invités, cette fois Maëlle Lecor, journaliste et auteure de la PMA pour les nuls. Et puis Sandrine Gatchou, vous êtes présidente de l'association des personnes afro-descendantes en parcours de PMA. Et vous avez créé sur YouTube Ovocite-moi. Merci donc à toutes les deux d'être là. Comment vous expliquez l'une et l'autre que les médias aient eu autant de mal à s'intéresser à autre chose que l'ouverture de la PMA aux lesbiennes et aux célibataires ? Je pense qu'il y avait une envie médiatique de rejouer un peu le match du mariage pour tous et que du coup la PMA était cette continuité-là, vu qu'à la base la PMA devait être discutée juste après le mariage pour tous. Ça a été retoqué et retoqué et retoqué jusqu'à ce qu'on en arrive là aujourd'hui à enfin une discussion au Parlement qui a débuté à l'automne dernier. Donc je pense qu'il y a cette envie un petit peu de dire c'est la suite en fait, c'est un peu la continuité, donc on va se focaliser là-dessus alors que la révision des lois de bioéthique, on sait très bien que ça ne concerne pas que la PMA, il y a l'euthanasie, il y a la recherche, il y a énormément d'autres sujets, il y a la mutilation des enfants intersexes aussi, voilà, il y a énormément d'autres sujets, mais la PMA a effectivement concentré les regards en fait. Sandrine ? Je rejoins complètement ce que dit Maëlle. Effectivement, c'est une continuité du mariage pour tous. Dont, naturellement, aujourd'hui, les médias, enfin les médias traditionnels, c'est aussi, il y a eu beaucoup de traitements médiatiques, les pour et les contre. C'est à qui, les accès de colère, à qui va monter l'audience. Enfin, moi, j'ai eu l'impression, ce sentiment-là, que c'est vraiment que ces sujets-là qui ont été traités, les pour et les contre, quoi. Donc,
Oui, c'est pour moi, c'est pour ça que d'autres personnes ou d'autres minorités sur les sujets n'ont pas été abordées. Et il y a beaucoup de sujets très intéressants dans la loi de bioéthique, notamment l'édition des génomes, parce que les personnes noires ont une diversité génomique assez importante. Ça, effectivement, on n'a pas fait aborder ça dans les médias, ces sujets-là. Il y a eu le HLA, le DPI HLA, qui est aussi un sujet qui nous concerne, nous les personnes noires, parce que voilà, moi je traite vraiment c'est les problématiques des personnes noires. Donc j'ai beaucoup parlé que de ça, donc vraiment désolée si effectivement je n'aborde pas d'autres sujets, parce qu'on est déjà très peu présente et très peu visible dans les médias. Voilà, par exemple, voilà, le fait qu'une personne noire a des difficultés de retrouver une personne compatible en HLA, le DPI-HLA permet à un couple en fait de personnes noires de pouvoir avoir plusieurs embryons et de pouvoir aider l'enfant qui est malade de la drépanocytose par exemple, ou de maladie du sang. Donc c'est vraiment ces sujets-là qu'on n'a pas vu apparaître, mais c'est riche. C'est riche la loi de bioéthique, mais on n'a parlé que de la PMA pour toutes. En fait. C'est vrai que vous avez expliqué plusieurs fois dans quelques interviews votre parcours, c'est-à-dire cette difficulté de trouver des gamètes en tant que personne racisée. Et du coup, vous êtes obligé d'aller à l'étranger, de débourser énormément d'argent. Vous avez été interviewé souvent. Comment ça s'est passé, les interviews avec les médias ? Pour les médias, on parlait que de mon parcours. On m'a jamais interpellé sur la loi de bioéthique. Notamment, peut-être on n'a pas d'avis, sans doute, j'en sais rien. C'est la question, je ne sais pas. Oui, il y a une pénurie en fait d'ovocytes de phénotype noir parce que l'agent biomédecine aussi, il y a ce qu'on appelle l'universalisme républicain. On ne veut pas voir effectivement les communautés. Ça existe les communautés, donc faut le dire. Et c'est important l'entre-soi aussi pour après aussi une fois qu'on est ensemble, on discute et pouvoir aborder les sujets à l'extérieur du groupe qui est le nôtre. Donc oui, il y a l'agent biomédecine qui faisait la publicité de l'information au niveau du don, c'est les médias comme Elle. Enfin, les femmes noires, on ne lit pas Elle, par exemple, il faut le dire. Donc voilà, il y a nos médias communautaires où on ne voit pas ce sujet-là. Donc moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, donc je suis allée dans les rues de Paris, à Marseille, pour faire la diffusion du don d'ovocytes et pour nous rendre visibles. Et à travers les vidéos sur la YouTube, effectivement, ils ont rendu compte que tiens, il y a une personne, finalement, si l'État ne fait pas quelque chose, parfois on se voit obligé de faire ça pour nous. Et aussi cette problématique-là, parce qu'au niveau même européen, lorsque je suis partie, oui, à l'étranger, au Portugal, les cliniques, notamment, c'est plus cher pour les ovocytes noirs. Ah oui, c'est plus cher. Oui, dans ces cliniques, c'est beaucoup plus cher. Moi, par exemple, pour parler de mon cas personnel, j'ai dû renoncer au phénotype noir parce que le marché, aujourd'hui, il est porté uniquement par le phénotype caucasien. Voilà, et la plupart même des cliniques aussi en Espagne vont acheter les gamètes, par exemple, dans les pays africains. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas. Donc, une fois qu'on rentre dans le parcours-là, qu'on va creuser sur les sujets des gamètes, c'est une marchandise, clairement, pour le dire comme ça. On achète là, on propose, et parfois on propose à des prix aussi parfois importants, alors qu'on achète déjà dans notre pays. Donc c'est quelque chose, voilà, la demande, l'offre et la demande est plus importante pour les gamètes caucasiens. Alors, les médias, Maëlle, expliquent souvent, quand il est question de bioéthique, de PMA, qu'ils ne peuvent pas bien traiter le sujet parce que les gens ne veulent pas se déplacer pour parler. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Déjà, il faut comprendre qu'en face, souvent l'interlocuteur, c'est la Manif pour tous, c'est les associations, les familles catholiques, voilà, c'est toutes ces collectifs, ces associations qui font partie de la nébuleuse de la Manif pour tous. Et c'est des gens qui sont rendus très facilement disponibles pour parler dans les médias, qui ont des éléments de com tout prêts, qui ont des communiqués de presse rodés, qui savent y faire en fait avec les médias, qui ont compris comment fonctionne la machine médiatique, qui sont rodés à ça. Et je pense qu'en face, les associations homoparentales, par exemple, n'ont pas cette force de frappe. En fait, elles n'ont pas la même force de frappe. Et je pense que du coup, c'est plus compliqué de faire face à ça. Et je pense aussi qu'il y a un truc assez décisif, c'est que une asso homoparentale va être représentée par quelqu'un qui est concerné dans sa vie personnelle parce qu'elle va défendre sur le plateau. En face, Ludovine de la Rochère, ça ne la concerne pas en fait cette question-là. Elle va asséner des arguments scientifiques ou idéologiques ou philosophiques, voilà. Mais
en soi, quand on est concerné directement aussi, on prend un risque médiatiquement à se mettre en avant. Et ça, je pense que là-dessus, quand on prend les pour et les contre, on ne part pas du même endroit, en fait. C'est ça le résultat, c'est que d'un côté, il y a un risque et d'un côté, il n'y en a pas. Voilà. Le fait que les médias ne s'emparent pas des questions comme celles que vous avez abordées aujourd'hui fait qu'elles sont invisibles. Vous avez le sentiment qu'elles sont abandonnées aussi par le politique, du coup? Je veux dire que c'est lié, le lien média-politique et évolution de la loi. Pour moi, oui. Enfin, il y a ce lien-là parce qu'effectivement, quand on devient plus visible, là, les politiques, ils sont interpellés parce que ça fait plus de bruit, ce qui est normal. Je rejoins assez ce que a dit Maëlle. Hein. Vraiment, c'est pertinent ce qu'elle dit parce que, oui, même dans la représentation des médias, c'est qu'on est déjà concerné. Moi, j'ai été dans le parcours de PMA, donc du coup, il y a finalement aussi s'exposer, parler de ça en bout de sa vie, aussi certains éléments également, et ce rapport-là d'être scruté, de remettre en doute sa parole, de questionner son témoignage, même son ressenti. C'est parfois ça fait peur en fait qu'on est vraiment concerné parce qu'on est déjà englué dans certaines souffrances, parce que c'est aussi un parcours parfois douloureux. Donc c'est pour ça que des personnes en général qui ne sont pas concernées, on va plutôt aller vers ces personnes-là parce qu'on va être disponible, et la personne qui est concernée sera peut-être moins disponible. Après, pour répondre à la question sur pourquoi effectivement nous, les personnes noires, n'ont pas été interpellées, là aussi dans la PMA, parce qu'on parle de la procréation, c'est les personnes noires, il y a tous ces préjugés racistes, font beaucoup d'enfants. Voilà, donc ça aussi, Emmanuel Macron lors du G20 à Hambourg, qui parle de aller, pour investir autant d'argent pour une femme qui fait 7 à 8 enfants, ça n'a pas apporté un grand progrès. Donc ça aussi, mais ce qu'on oublie, par exemple, il y a Gérard Bourvier qui a écrit dans Variance sur l'NCA, qui est un statisticien, qui dit par exemple les descendants des immigrés font moins d'enfants que les femmes françaises. Ça, beaucoup de gens ne connaissent pas ces genres de chiffres. Vous allez à la PMA, dans les centres de PMA en Ile-de-France, vous allez voir, ceux qui consultent les PMA, c'est nous, c'est les personnes noires. Donc finalement, il y a une dichotomie, en fait, il y a une différence entre la réalité et effectivement les discours qu'on entend, et on ne voit pas les personnes en fait noires sur le devant de la scène, à parler de leurs problématiques, leur parcours et les difficultés qu'on rencontre. Voilà, d'autres difficultés, il y a les dom-toms par exemple. Dans les DOM, pour pouvoir faire la PMA, parce qu'il y a pareil aussi, il n'y a pas beaucoup de donneuses noires dans les DOM, elles sont obligées d'aller en Espagne, alors qu'il y a les cliniques à Barbade, dans les Barbades, où on peut faire des accords, comme Saint-Miquelon fait des accords avec le Canada, qui est à majorité blanche, il faut le dire. Donc Saint-Miquelon, voilà, donc qui ont des accords avec le Canada. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre, parce que finalement, on est écarté de ce débat-là, on ne se préoccupe pas de nous. Le sujet est vraiment vaste. Nos pathologies, les pathologies des personnes noires, les fibromes, les femmes noires errent de spécialistes en spécialistes, des années, finalement, elles se retrouvent avec une réserve ovarienne qui a été épuisée parce qu'on n'a pas trouvé des solutions pour leur problématique. L'endométriose, on confond les IST, elles sont hyper sexualisées, les femmes noires, elles font beaucoup l'amour, enfin forcément, parfois des mauvais diagnostics. C'est vraiment notre réalité, elle est vraiment là, et ça j'ai pas vu ça dans les médias, cet angle-là. On n'a pas abordé tous ces sujets-là. En Maëlle, l'autre angle mort, totalement mort, c'est la question des personnes trans. Là aussi, les médias, zéro. Mais alors, est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué? C'est pour ça que vous avez fait d'ailleurs la PMA pour les nuls? C'est rigolo de dire, justement, c'est trop compliqué. Très clairement, aujourd'hui en France, au niveau médiatique, il y a eu une amélioration quand on parle des questions trans, quand on fait un portrait d'une personne trans. Voilà. Il y a eu vraiment des améliorations ces dernières années là-dessus. Par contre, il y a clairement un prisme au travers duquel les journalistes voient ces questions-là, c'est-à-dire qu'on va parler de la transition, on va parler du coming out, on va parler des réactions de l'entourage. Voilà. On va circonscrire ce sujet à ça, et voire au-delà, c'est-à-dire l'idée que les personnes trans ont des familles, l'idée que des hommes trans peuvent avoir cette revendication de la PMA, parce qu'un homme trans peut être enceint, un homme trans peut accoucher d'un enfant et l'élever. Voilà, ça c'est des impensés en fait médiatiques, et de fait derrière, on a une loi qui avait cette possibilité d'inclure les personnes trans, et au contraire aujourd'hui on a une loi qui va permettre, je l'espère, aux femmes célibataires, aux couples de femmes d'avoir accès à la PMA, mais qui va
derrière créer une nouvelle discrimination, c'est-à-dire que les personnes trans vont en être exclues. Vous disiez c'est compliqué, mais c'est exactement ce qu'a dit Agnès Buzyn en fait au moment de retoquer les amendements de plusieurs députés en commission qui portaient justement sur l'inclusion des hommes trans sur la loi sur la PMA. Elle a dit c'est compliqué. Non, ils ne connaissent pas en fait. Mais c'est ils s'y intéressent pas. Il n'y a pas d'intérêt. Et au bout d'un moment, ce non-intérêt, ça devient aussi du mépris en fait. C'est-à-dire que c'est une loi qui concerne des personnes en fait. Donc le résultat, voilà, c'est ça, c'est que ça crée un impensé médiatique en fait concrètement dans l'œil du grand public, si tant est qu'on puisse parler d'un grand public. Mais voilà, ça crée voilà un vide et effectivement derrière, on a des ministres qui disent bon désolé, pas cette fois. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler sur ce plateau. Le prochain thème de cette émission, c'est l'émergence joyeuse et forte de la parole des femmes lesbiennes, bi et pan dans l'espace public et notamment culturel ces derniers mois. Et on commence en donnant la parole à une de celles qui œuvre depuis un bon moment déjà pour faire émerger ces voix. C'est Alice Coffin, journaliste spécialisée dans les médias. Elle est l'une des cofondatrices de la JL. Journaliste, lesbienne, militante, elle revendique tous ces statuts à la fois et c'est un peu à rebours de l'image d'Épinal que l'on a des journalistes. On attend souvent qu'ils soient complètement objectifs, mais est-ce que c'est vraiment possible? On en a parlé avec elle. En octobre dernier, en marge d'une manifestation anti-PMA, Valeurs Actuelles paparazzait la journaliste Alice Coffin. L'objet du scandale, une salutation entre consoeurs. Alice Coffin aurait, selon le titre de l'article, claqué la bise à une journaliste de l'AFP. L'hebdo d'extrême droite, se prenant pour Voici, accompagnait son récit d'une photo volée d'Alice et de sa compagne. Je lis cet article qui est une fable, qui est une invention complète, qui est créée autour du fait que j'irais faire une, je cite, grosse accolade, grosse bise à une journaliste de l'AFP. Ce qui s'est passé en fait pendant cette manif et ce sur quoi s'appuie Valeurs Actuelles, c'est que moi j'ai fait mon travail de journaliste média, plus particulièrement de journalistes médias couvrant la façon dont mes confrères et consoeurs s'occupent des minorités, et notamment des minorités LGBTI, c'est-à-dire que je vais voir comment elles choisissent de parler d'une manif que moi j'entends comme une manif homophobe, comme une manif lesbophobe, et donc je vais voir. Et donc j'arrive sur place à la manif, on est en début de manif, et je repère effectivement les micros de l'AFP, et je vais voir, elles étaient ces deux journalistes pour leur demander, vous êtes là depuis quand, vous avez vu quoi, vous allez faire comment, enfin un boulot de journaliste média. Ces deux journalistes, je les connais absolument pas. Ce qui est intéressant, c'est le contenu, peut-être de ce que ça raconte au-delà de Valeurs Actuelles. Je pourrais presque avoir un tout petit peu de tendresse pour ce genre de récit, sauf que là, j'ai pas de tendresse parce que c'est impressionnant en fait. Quand vous voyez, c'est impressionnant pour moi, c'est impressionnant pour ma compagne, et c'est une volonté évidemment d'intimidation, de dire en gros on sait où vous êtes, on a pris ta photo, on a pris, donc dans l'exercice de mon activité journalistique, beaucoup de gens m'ont dit aussi qu'ils avaient ressenti, il y avait quelque chose dans cet article qui s'approchait très fort de la lesbophobie aussi, un peu vous voyez un peu le cartel des Gwyn qui veut faire une action, qui prend en charge les médias, et ça Valeurs Actuelles l'a déjà mis en scène plusieurs fois, que ça soit sur les lesbiennes ou sur les féministes. Militante et journaliste, un oxymore à déconstruire. Bien sûr, un bon journaliste, il n'est pas militant. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a appris à l'école de journalisme, et c'est quelque chose contre lequel il faut procéder à une déconstruction très très importante. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment pas que Valeurs Actuelles, c'est partagé alors non seulement par une immense majorité de la profession, et puis même au-delà de la profession journalistique, par le public. Évidemment, le plus gros point de ça, c'est sans doute le concept d'objectivité, celui de neutralité aussi, qui prévaut et qui veut du coup que tout ce qu'on assimile à un positionnement, à un vécu, qui ne serait pas complètement... je sais même pas comment le dire complètement, parce que complètement quoi? Donc les journalistes devraient être évanescents, ne pas avoir de vécu, ne pas avoir de prise de position. Ça n'existe absolument pas, ça, évidemment. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, parce que c'est une vérité, une espèce de bon sens, mais qui est fondée sur quelque chose de complètement creux. On a coutume de dire à la JL que l'objectivité, c'est la subjectivité des dominants, c'est-à-dire que en fait, la prétendue neutralité, objectivité, elle ne peut, de toute façon, moi quelqu'un comme moi va toujours perdre à ça, parce qu'en fait, elle ne peut être incarnée que par certaines personnes qui sont, en l'occurrence, plutôt hommes, plutôt blancs, plutôt beaucoup de choses, quoi. C'est vraiment... elle n'existe pas, en fait.
Même au-delà d'une absence d'incompatibilité, Alice Coffin évoque ce que faire partie d'une minorité peut apporter à la pratique journalistique. Faire partie d'une minorité vous rend une meilleure journaliste, quoi. Et moi, être lesbienne, ça me rend une meilleure journaliste, ou en tout cas, certainement, ça apporte quelque chose à ma rédaction. Comme bien sûr qu'une journaliste noire va apporter des choses et reviendra à la rédac après être partie en reportage avec d'autres témoignages, d'autres propos qui, par sa seule personne, elle aura provoqué. Ça n'est pas la même chose si moi, journaliste ouvertement lesbienne, je me pointe justement à une manif pour tous. Je ne vais pas enregistrer les mêmes réactions des gens, ils ne vont pas réagir de la même façon. Donc je vais rapporter des infos différentes. Donc cette histoire de neutralité, d'objectivité, c'est contre-journalistique en fait de dire ça. Pourtant, c'est une discussion qui a émergé ces derniers temps, surtout grâce à la force des rares journalistes qui ont endossé les deux casquettes. Mais Valeurs Actuelles dit quelque chose de vrai, de journalistique. C'est quand même fou parce qu'en fait, cet article, qui est comme celui qui me concernait, truffé d'inexactitudes, truffé de contre-vérités, donc qui est pour le coup tout sauf du journalisme, et ben quand même, il a un bon angle. Il a un angle intéressant que moi, personnellement, ça me fait pleurer que ça soit pas l'Obs, Libé et d'autres qui n'aient pas fait ce boulot-là. Depuis quelques mois, années, il y a quand même, notamment chez les journalistes femmes, pas mal, qui surmontent en fait cet interdit, ce tabou, parce que c'en est un, c'est comme ça, hein, de la séparation journalisme-militantisme, et qui osent y aller. Si elle observe une émergence de ces voix-là, souvent par le biais de médias plus souples et moins hiérarchiques comme les podcasts par exemple, Alice Coffin déplore le retard français du journalisme engagé. Le journalisme engagé, ou ce que peuvent appeler les anglo-saxons l'advocacy journalism, il est pas assez, de toute façon, il n'est pas assez développé en France, hein, très vraiment. Et après, moi, c'est vrai que par ailleurs, j'ai toujours eu un peu un truc bizarre avec ça, c'est que, oui, le journalisme s'est engagé, enfin, je sais pas, si on le fait bien, le but, c'est quand même, encore une fois, de changer les structures de ce monde, quoi, qui sont très oppressives. C'est un immense pouvoir d'être jugé crédible, d'être journaliste, d'être jugé crédible, de raconter l'information. Donc c'est tout à fait logique quand, par ailleurs, vous êtes engagé dans des causes féministes, dans des causes antiracistes, dans des causes sociales, que certains aient intérêt à vous dénier ce pouvoir-là. Parce que si vous êtes en position, d'abord, en plus, c'est une chose d'aller faire des apps, d'aller faire des actions, d'écrire des tracts, de brandir des banderoles, c'est une chose. Mais si vous devenez en position qu'on vous croit et que l'ensemble de la population se dise « Ah bah oui, elle l'a écrit dans tel journal, tu sais, donc c'est vrai ». Là ça devient beaucoup plus compliqué. Donc bien sûr qu'il y a un barrage immense à déconstruire. Si elle reconnaît qu'être journaliste et engagée n'est pas encore très acceptée dans le monde des médias français, Alice Coffin espère pour autant que les journalistes, parfois très jeunes qui se lancent, n'en seront pas dégoûtés. Et voici notre dernière séquence, et pas la moindre quand même. Vous l'avez vu, vous aussi, que ce soit dans la musique, le cinéma ou les séries télé, les femmes qui aiment les femmes, qu'elles se définissent comme lesbiennes, bi ou pan, sont de plus en plus présentes dans l'espace culturel. Mais le reste de l'espace médiatique, et en particulier le journalisme, suit-il cette évolution? Comment leur sexualité et leur vécu sont-ils reçus par la critique et par les médias mainstream? On va en parler avec nos invités. Léonie Pernet, musicienne. Bonjour. Bonjour. Léa Loudjiter, journaliste culturelle, première coprésidente de la JL, co-autrice avec Pauline Paris de Les Dessous lesbiens de la chanson. Bonjour. Bonjour. Et Anne Poly, écrivaine, journaliste, prix du livre Inter pour Avant que j'oublie, co-organisatrice du festival Queer Loud and Proud. Bonjour. Merci d'être là toutes les trois. Ma première question, pour les trois d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans toutes ces prises de parole là, ces derniers mois? Est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué? Léa? Peut-être au niveau de la musique, les victoires de la musique et la prestation de Doshi, du coup, qui a embrassé sa compagne à la fin. Je pense que c'était un moment assez fort. Déjà, il y avait beaucoup de lesbiennes qui étaient représentées dans les nommés. Et ensuite, ce moment-là, scénique, je pense qu'il peut faire date pour l'année. Léonie? Pour rebondir sur ce que Léa vient de dire, quand elle a fait ça, j'ai plutôt eu l'impression sur le coup qu'elle enfonçait une porte ouverte. Ah oui. Et en fait, non, pas tellement, vu ce qu'elle a pris dans la gueule par la suite. C'est plutôt ça, pour moi, qui fait date en 2020, plus que la performance en elle-même. Ouais. Et Anne? J'ai pas vraiment de moment particulier, voilà, mais je dirais que c'est vrai qu'on est toujours étonné par le
le backlash, enfin les torrents d'insultes qui arrivent, on ne sait où d'ailleurs. Enfin, c'est toujours très étonnant en fait de considérer qu'en 2020 on en est encore là, enfin en 2021 peut-être et après. Ouais. Alors bon, là, on va parler surtout de la réception médiatique en fait de cette prise de parole et de cette présence. Plutôt Anne et Léa, j'avais envie de savoir de quelle façon les personnes qui critiquent dans les médias, la composition de la critique influence la façon dont on reçoit les personnes qui ne sont pas hétéros, pas blanches et pas cis, quoi. Est-ce que ça influence vraiment ? C'est amusant parce que je dirais qu'il y a 3 manières de réagir à ce fait-là. Par exemple, moi, dans mon livre, il y a ma sexualité, enfin ma manière d'être au monde et de vivre n'est pas cachée. C'est pas le sujet de ce livre, mais en tout cas, c'est la grille de lecture, c'est là d'où je parle. Et donc, il y a plusieurs manières. Soit le truc est omis, c'est-à-dire on n'en parle pas. On parle du sujet du livre et on ne parle à aucun moment qu'il y a du queer là-dedans, qu'il y a une grille de lecture queer. Donc souvent, je reviens dessus en disant c'est intéressant parce qu'il y a Céline Dion dans ce livre et alors vous comprenez, etc. Voilà, soit c'est omis, soit on en parle mais du côté de l'amour. Mais c'est peut-être ce qui a changé avec le mariage pour tous, c'est qu'on est passé de quelque chose qui pourrait être révulsif et dégueulasse, on est passé du côté de l'amour et des sentiments. Donc on parle de ma fiancée, Félicie, qui est dans le livre, etc. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et il y a ceux qui vont frontalement, qui sont plutôt dans... alors, l'homosexualité, ce douloureux problème, ça continue d'être un peu ça. Et plus on va dans des endroits mainstream, si je puis dire, plus la problématique est encore pas très claire. C'est-à-dire, j'ai eu récemment à répondre à la question, mais... l'homosexualité alors et le queer, comment ça, enfin voilà. Donc expliquer le queer en 20 secondes sur un plateau de télé, évidemment c'est pas très facile, voilà. Mais ce que je remarque, c'est que en particulier moi, ce qui m'a touchée, c'est les lecteurs beaucoup. Les lecteurs, eux, ont pas de problème avec ça du tout. En revanche, parfois la manière de présenter, on sent chez l'animateur ou le journaliste un embêtement à en parler. Voilà. Léa, tu parlais des victoires de la musique, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je pense que c'est assez déterminant comment les journalistes parlent, en tous les cas dans le milieu de la chanson. Nous, on a étudié, c'est vrai, dans le livre, des chansons des années de 1919 à aujourd'hui. Et en fait, ce qui a changé, oui, c'est qu'en effet, les journalistes avant passaient totalement sous silence des chansons qui étaient pourtant assez évidentes, comme Autonome de Catherine Lara, par exemple. Et il a fallu qu'elle fasse son coming out en direct à la télé pour que les gens découvrent finalement cette chanson et découvrent qu'elle disait on peut aimer un homme ou une femme. Donc là, je pense pareil sur les paroles de chansons, les gens ne sont pas toujours très attentifs. Et si les journalistes pointent un peu du doigt cette thématique-là, les gens vont aussi davantage s'y intéresser. Par exemple, là pour Angèle, Je te regarde. Là, il y a eu vraiment un peu une prise de conscience, les médias en ont parlé, et ça a plus fait écho du coup dans le paysage médiatique et auprès du grand public. Léonie, on parlait des victoires de la musique, avec effectivement plein de prises de parole de filles qui n'étaient pas hétéros. Et pourtant, moi, je ne trouve pas que les médias l'aient beaucoup relevé non plus. Ils ne sont pas allés dessus. Hein. Oui, mais parce que toutes les artistes auxquels on pense ne sont pas toutes des porte-voix de la cause. Et parce qu'il y a des choses qui ont peut-être changé à ce niveau-là et que cette nouvelle ère, il y a moins de porte-drapeaux de la cause queer. Et donc, en effet, ça a été peu relevé. Pourquoi, je ne sais pas, parce que je pense que les artistes se déterminent pas toutes comme ça. Oui, mais alors, les journalistes, surtout en culture, aiment bien savoir comment on crée, d'où vient la création. Donc ils devraient s'intéresser quand même à cette part-là de la personnalité de l'artiste. C'est à discuter. Oui. C'est à discuter. Je pense que c'est pas une obligation. Est-ce que toutes ont envie qu'on les détermine telles quelles? Bon, ça peut être un exemple. Enfin, en tout cas, c'est un point. Je ne sais pas. C'est une vraie question. Et est-ce qu'inversement, on peut demander aussi à un artiste de plutôt le taire? Ça, c'est arrivé, ça? Moi, ça ne m'arrive pas. Et régulièrement, on m'invite en tant qu'artiste queer, mais ça ne me plaît pas toujours qu'on me définisse comme ça, honnêtement. Et dans les médias mainstream? Pas les médias mainstream, parce que je ne suis pas dans les médias mainstream. Mais en tout cas, je ne suis pas toujours... Récemment, on m'a interviewé sur la question de la queer pop. J'ai dû demander à la journaliste ce que c'était, parce que moi, de la queer pop, en réalité, je ne sais pas ce que c'est. Voilà.
On a l'impression que ça arrive un peu nulle part, là, les victoires de la musique avec toutes ces filles-là. Mais Léa, on le voit dans votre livre, il y en a eu plein d'autres avant. Il y a eu besoin de passer par toutes ces phases-là où c'était moins clair aussi. Oui, c'est un peu l'idée que on a voulu retracer que les thématiques d'homosexualité féminine dans la chanson étaient existaient depuis longtemps, mais comme elles n'étaient souvent cachées par des subterfuges du type parler à la troisième personne ou utiliser des genres neutres, le tu, mon amour, etc. Ou parler de la solitude subie ou choisie, pour ne pas dire directement homosexualité féminine, en gros. Il y avait beaucoup de chansons qui étaient passées à travers les mailles du filet, et ajouter à cela le fait que même quand c'était clair, comme pour Catherine Lara, les journalistes n'en parlaient pas, par gêne, par peur du coming out, par homophobie, tout simplement. On a un autre exemple, une chanson de Brigitte Fontaine qui est quand même assez récente, puisque c'est 2006. Donc Elvire, qui parle vraiment très clairement d'une jeune lesbienne de 12 ans, tribade, qui est à l'aise avec... elle nous a dit, c'était dans son album Libido, qui a eu donc un succès public indéniable, et elle a été interviewée sur toutes les chansons de l'album, sauf sur celle-là. Personne ne lui a jamais posé aucune question sur cette chanson, et on était les premières, et elle était extrêmement contente. Ouais. Donc il y a à la fois les artistes qui ont usé de subterfuges pour cacher et pour dire sans dire, et à la fois les journalistes qui ont tué pendant des années ces questions-là. Et à l'inverse, il y a aussi des artistes qui en usent aujourd'hui, en 2020 ou 2019, grandement comme un outil marketing. On n'est plus il y a 20 ans. Donc, c'est à double tranchant et je crois que je commence à ne pas trouver ça forcément désagréable qu'une Angèle ou autre ne plante pas un drapeau gay partout là où elle passe, parce qu'il y a un moment donné où ça devient de la récupération aussi. Anne ? Oui, par exemple, au moment où là, c'est le Pride Month, et il y a plein de sites, y compris des gros journaux vraiment très connus, qui profitent de l'occasion en quelque sorte pour produire des contenus qui sont soi-disant en rapport avec, etc. C'est vrai que c'est un argument marketing. Après, je voulais revenir sur le fait que tout à l'heure, Léonie disait que qu'on n'a pas forcément envie d'être présenté comme artiste queer. Néanmoins, je pense que c'est dommage de ne pas parler justement de cette grille de lecture-là du monde, et que je pense que ça influence pas toute la création, mais que c'est évidemment un point de vue et une articulation politique, en ce qui me concerne. Donc ne pas en parler, c'est aussi... dire que ça n'a aucune incidence, à mon avis, je suis moyennement d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que ça n'a pas aucune incidence, bien évidemment, mais après, c'est la problématique de la presse et des titrailles, etc. C'est que artiste queer, les deux mots mis ensemble, ensuite ça donne de la musique queer. C'est comme les artistes femmes. C'est un peu, je me sens un peu à l'étroit dans cette petite case. Mais d'ailleurs, c'est une question qui se pose, c'est-à-dire au moment où on surgit dans l'espace culturel ou médiatique, est-ce qu'on le dit ? Comment on le dit ? À qui on le dit ? Est-ce que c'est aussi une question qui se pose, parce que le monde est ainsi fait que, alors maintenant c'est beaucoup moins vrai, mais il y a toujours un moment où ça ferme un pan. Un pan. Et peut-être nous, ce qu'on a ressenti dans les chanteuses actuelles qu'on a interviewées, c'était finalement que, oui, parler de ces thématiques-là, elles étaient prêtes à les défendre, mais après dire je suis lesbienne, rien qu'utiliser ce terme-là, déjà parce que peut-être elles ne se définissaient pas telles quelles, c'était pas du tout la même chose que dire voilà, j'ai envie d'aborder la question de l'homosexualité féminine dans mes chansons. Et par exemple, Oshi, qui pourtant a fait des chansons très claires et très engagées, quand il y a eu l'article de Paris Match qui finissait par je suis lesbienne et j'en suis fière, j'ai pas de problème, elle a vraiment fait un post sur Facebook en disant qu'elle était choquée, que c'était du outing, etc. Donc je pense qu'il y a une importance que les journalistes en parlent et ne passent pas sous silence juste la thématique de la chanson aussi, mais aussi en respectant l'identité des personnes face à laquelle ils se trouvent. Alors ça va vraiment la toute fin, Anne. Je voulais juste dire aussi que
pour travailler être moi-même journaliste et travailler dans des rédactions qui essayent de suivre un mouvement, enfin qui essayent de comprendre, plus simplement, des fois, c'est que les gens osent pas, ils savent pas comment faire. Alors, c'est pas les outils qui manquent désormais, mais il y a encore des endroits où les gens, par exemple, moi, on vient me consulter pour me dire qu'est-ce que tu crois que j'écris ? Tu crois que je peux écrire ça ? Ou alors est-ce que tu crois que ça va être trop ? Si je mets le A, si j'enlève le A, enfin, bref. Donc il y a encore, c'est pas parfait, mais ce qu'on peut se dire, c'est que les gens se posent moins la question désormais de comment nommer les choses. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci d'être venues discuter avec nous. On va terminer en musique avec une des tenantes de cette nouvelle vague qui n'hésite plus à parler de son vécu, où l'amour et les relations peuvent donc se conjuguer au féminin. C'est Mélodie Lauré qui nous a concocté un petit concert maison. Allez hop. Bonjour, je m'appelle Mélodie Lauré, je suis chanteuse, je suis très contente d'être invitée sur cette émission. Je vais vous chanter ma dernière chanson, la dernière qui est sortie il y a une semaine, qui s'appelle « À quoi tu penses quand tu m'adores ». Voilà, une petite version acoustique, c'est à la fois une chanson un peu révoltée, mais aussi avec un peu d'espoir. Voilà. Chaque coup de foudre est un coup de feu, moi aimé, ça me rend peureux. Puis qu'est-ce que j'en ai à faire, que tu veuilles me voir, que tu veuilles me plaire. Bah oui, c'est compliqué, mais je t'ai prévenu, faut pas crier. Quand tu chuchotes, ça va encore. À quoi tu penses quand tu m'adores? Je préfère me branler tous les soirs qu'avoir un plan cul régulier. Si je te baise sans t'aimer, bah tu finiras mal baisé. Moi j'ai envie d'une grande histoire, comme dans les films, les contes de fées. Mais j'y peux rien, j'ai peur du noir et puis j'ai peur de te déranger. Pour toi je ferai le tour du monde, je te laisserai pas faire le tour de moi. Tu croiserais des couloirs sombres, même éclairés, on n'y voit rien. C'est le début d'une grande histoire, enfin surtout celle de ma solitude. Je te le dis avec certitude, ne t'en fais pas, j'ai l'habitude. Arrête de hocher la tête, tu comprends pas que tu comprends rien. Mes névroses ne sont pas attirantes, je suis fatiguée, t'es fatigante. Décolle ta bouche de mon cou, je veux pas que t'entends battre mon pouls. Je n'ai du bad boy que le bad, mon cœur a besoin de pommade. J'aimerais m'épuiser de joie. J'aimerais bannir tous les pourquoi. J'aimerais qu'un battement de cils rende ma vie docile. Je sais que t'as pas peur des morts vivants, mais l'amour est mort depuis trop longtemps. Il s'est jeté d'un pont un soir, il n'en pouvait plus d'être un connard, sauf que personne l'a enterré, alors on continue de le rechercher sur les applis et dans les corps. À quoi tu penses quand tu m'adores? Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, même si la tendresse fait surface, je resterai inerte à chier devant ta bouche qu'a soif d'aimer. Tu veux faire quoi de mon cerveau cassé? Le caresser pour l'explorer? Sauf que je te jure, y a rien à voir. Et putain, je suis pas ton miroir. À toi tu les aimes les marginaux, tu les trouves divertissants, rigolos. Tu ricaneras de leur malaisance, mais vraiment merci pour ta bienveillance. Je te vendrai 2-3 poèmes et puis tu me lâcheras comme les autres, parce qu'on récolte ce que l'on sème, et dès qu'on sème, bah moi je me vautre. Je te suis parce que je me fuis, mais parfois je me prends au jeu, et puis j'ai soudain l'envie d'être à toi, puis d'être heureux. J'aimerais m'épuiser de joie. J'aimerais bannir tous les pourquoi. J'aimerais qu'un battement de cils rende ma vie docile. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie et je donne le dernier mot aux 2 coprésidentes de la JL. Merci beaucoup Marie, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. On voulait vous dire quelques mots sur la JL, sur les 4 missions de la JL qui sont accompagnées, sensibiliser, alerter et aussi célébrer. Alors accompagner d'abord les journalistes et les rédactions à travers une charte des bonnes pratiques et aussi un kit qui est disponible sur notre site et qui est mis à jour très très fréquemment. Les accompagner pour un traitement plus juste et plus respectueux des questions LGBTI. Sensibiliser le grand public d'abord à travers des interviews, des articles réalisés par les membres de la JL. Vous en avez vu certaines lors de cette émission. Et sensibiliser aussi les plus jeunes, les étudiants dans les écoles de journalisme, mais aussi les collégiens et les lycéens sur le traitement médiatique des questions LGBTI toujours.
On alerte évidemment les médias quand ils se livrent à un traitement injurieux, irrespectueux des thématiques LGBTI. On le fait notamment dans notre newsletter qu'on publie tous les mois. Et puis enfin, on célèbre la visibilité, les traitements justes et respectueux de nos vies, de nos parcours, de nos corps. C'est ce qu'on fait lors de la cérémonie des Outdoors, une cérémonie qu'on espère vous proposer à nouveau dès l'année prochaine. D'ici là, on vous souhaite un très bon été. Prenez surtout soin de vous. Et puis on vous dit à la rentrée.